Chers amis, bonjour, bienvenue à la revue de presse que nous enregistrons le 30 novembre. Et mon invité, c'était inévitable, c'est Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote, le fameux Aristote Onassis, bien sûr. Pierre-Yves, merci à vous d'être venu parce que on a besoin de vos lumières pour la situation politique. On a besoin également de vos lumières, mais en fait, vos lumières, on va dire ça comme ça, vous nous les avez déjà annoncées longtemps en avance, grâce à la victoire de Trump. Et, chers spectateurs, vous vous souvenez de notre crise de fou rire absolu il y a à peu près 3 mois sur l'histoire de la dette qui s'efface avec le fakir, ou je sais plus trop. Et ben, figurez-vous que 3 mois exactement plus tard, la plus grande catastrophe monétaire s'est abattue sur l'Inde. C'est incroyable. Hein. Les Indiens ont été vraiment allongés tous sur une planche à clous. Juste avant d'entamer la revue de presse, donc je souhaitais remercier tous les lecteurs, les très très nombreux lecteurs qui sont venus à Saint-Brieuc, au Mans et surtout à Valence. Alors à Valence, là, il y a eu 250 personnes. C'était vraiment incroyable. Merci à vous, vraiment très chers lecteurs, vous me rassurez, vous appréciez grandement cette revue de presse avec tous nos intervenants. Alors, à Limoges, donc le 4 février, et à Carcassonne, le 4 mars. Et donc, fait nouveau, figurez-vous que cette revue de presse, enfin la revue de presse quotidien.com, est de plus en plus censurée. Alors on avait déjà la Caisse des dépôts et consignations, alors on a Twitter maintenant qui censure mes images, hein, c'est-à-dire quand je mets une image en attachement, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez voir le contenu, comme si je diffusais des images pornographiques, quoi, c'est assez bizarre. Facebook, bien entendu, ForcePoint, WebBlocker, au Canada aussi, la revue de presse vidéo et surtout quotidien.com est bloquée. Donc merci à Raytheon, qui est une grande compagnie américaine de défense qui travaille surtout pour la CIA, et sans doute pour la Fed, parce que nous on parle beaucoup de planche à billets, donc ils aiment pas ça. Et bien entendu, merci au Crédit Agricole, je suis certain que j'en oublie. Donc à nos amis censeurs, bonjour, vous allez apprécier toutes nos informations. Et on salue également Wikipédia, qui a enlevé la fiche du professeur Antal Fekete. Eh oui, Max Kaiser m'a confirmé que ça a été enlevé il y a à peu près 10 mois. Et dans la même foulée, puisque vous êtes l'auteur du fameux livre sur l'enquête sur de la loi du 3 janvier, figurez-vous que la fiche Wikipédia de monsieur André Holbeck a été également est proposée à l'effacement. C'est très intéressant parce que ma fiche Wikipédia a été effacée, celle de monsieur Holbeck qui a écrit, il a été le premier à écrire sur la loi du 3 janvier, celle de Antal Fekete qui est pour le retour au standard. C'est un point très très sensible, attention, hein, là dès qu'on touche à l'or et à la loi du 3 janvier qui met tous les Français en esclavage depuis 1973, eh bien les Américains de Wikipédia sont en train d'effectivement de faire une purge, hein, c'est à la Mao, hein, on peut dire ça comme ça. Il faudra qu'on se mette la prochaine fois avec une casquette Mao, qu'on fasse une revue de presse avec en tenue, hein, parce que c'est important. Donc votre livre manifestement dérange beaucoup de monde, hein, enquête sur la loi du 3 janvier. Vous n'avez jamais été invité dans une émission de télévision et que BFM, BC vous a jamais invité. BFM Business. Non, la loi, ils savent pas ce que c'est. Ils préfèrent les débats de fond sur est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet arrivera à vendre Bruno Le Maire, qui fera le premier 3%. Donc c'est intéressant, surtout BFM qui nous avait présenté Bruno Le Maire avec 14 ou 15%. Donc on félicite BFM pour leur vision politique. En tout cas, Pierre-Yves, vous êtes un bien meilleur analyste politique, puisque depuis maintenant toutes ces années qu'on se connaît, et tous nos spectateurs, auditeurs, lecteurs vous connaissent, et vous avez annoncé tellement de choses qui sont en train de se passer. On va aborder d'abord le côté politique. Vous êtes toujours très bien informé. Que se passe-t-il en ce moment à l'Élysée? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, il y a vraiment... Est-ce que l'État fonctionne encore? Alors déjà, de toute façon, il n'y a plus d'État. Et ça, beaucoup de gens refusent de voir cette réalité. Il n'y a plus d'État depuis le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Pourquoi? Parce que quand les premiers transferts de souveraineté ont eu lieu, avec la complicité de la totalité de la classe politique française, à l'Europe, le seul qu'on a pris conscience, c'est Giscard dès le début. Rappelez-vous, c'est cette fameuse image où vous voyez Giscard et Chirac dans un conseil des ministres qui vont pour se serrer la main et qui retirent leurs mains parce que c'était une haine viscérale entre les deux hommes. D'ailleurs, l'une des seules choses qu'on doit à Chirac réellement, que les Français doivent à Chirac, c'est d'avoir fait élire Mitterrand pour nous débarrasser de Giscard, qui a un deuxième septennat, nous n'en serions peut-être pas relevés. C'est fondamentalement la seule chose que les Français doivent à Chirac avec le refus d'aller au Moyen-Orient. La phrase terrible de Giscard à Chirac, que tous les biographes de Chirac ont authentifié, « Je ne vous ai laissé que le pouvoir de nommer les préfets, grâce à l'Europe ». Cette phrase-là a été reconnue par tous les politistes, c'est une phrase totalement authentique, elle est d'ailleurs dans toutes les biographies de Chirac, dans toutes les biographies de Giscard, qui d'ailleurs en est très content, vu que le personnage se suffit à lui-même.
déjà il n'y a plus d'État. Et le fantôme de l'État, pour parler comme Pierre Legendre, disons, se consume depuis ce temps-là. Et aujourd'hui, on a le ressac, on a les restes. Sinon, François Hollande n'aurait pas pu être président de la République. Non mais, regardez ce pauvre homme. Je vais vous donner un exemple que l'État n'est plus là. Élection de Donald Trump, le Quai d'Orsay et l'une des dernières ambassades occidentales a envoyé la fameuse lettre de félicitations habituelle dans ce genre de cas. Pourquoi ? Ils ont écrit « Cher Hillary, bravo pour votre élection ». Ils l'ont fait. Oups. Non mais ils l'ont fait. Non. Ils n'avaient préparé qu'une seule lettre pour Hillary Clinton. C'est pas vrai. Ils ont vu véridique, et c'est malheureusement sorti dans la presse, et là... C'est vrai que l'ambassadeur de France, il a fait des choses. Non mais déjà, il est toujours en poste. Bon, déjà, premier point. Il aurait dû être viré 5 minutes, c'est-à-dire le temps de séchage de l'encre du décret de révocation, après s'être attaqué, parce qu'on ne s'ingère pas dans... On peut ne pas aimer Donald Trump et trouver qu'il a de différentes manières d'attraper les femmes. Le problème, c'est que c'est une élection étrangère. Donc, c'est une ingérence dans les affaires d'un État étranger. Il n'a pas été viré, preuve que l'État n'est plus là. Rappelez aux spectateurs ce qu'a fait l'ambassadeur de France. Alors, parce que c'est intéressant. Hein. Alors, d'abord, il a dit, bon, évidemment, c'est normal que l'extrême droite aime Trump, parce que bien sûr, tout le monde est d'extrême droite, et j'ai un corps au pied, c'est l'extrême droite, les feux rouges sont d'extrême droite. Bon, tout est d'extrême droite. L'extrême droite aime Trump. Qui se ressemble, ça semble. Grosso modo, c'est le premier. Déjà, il aurait dû être viré là. Mais, donc on l'a pas viré. Jeanne Hénoc ? J'ai pas vérifié son CV, mais il y a de grandes chances. Et juste après l'élection, il fait un deuxième tweet, pas piquer des hannetons non plus, dans la même eau. Il se rend compte quand même que là, ça coince un peu. Il l'efface. Il l'assume même pas, il l'efface. Le problème, c'est qu'effacer un truc de Twitter, autant pisser dans un violon. Et résultat, la France, par l'intermédiaire d'un homme qui n'est pas mandaté pour, qui aurait dû être viré, a déjà des excuses à faire au nouveau président des États-Unis, alors que le président en question n'est même pas encore en fonction. Super. C'est-à-dire que là, on est dans l'incident diplomatique le plus précoce de toute l'histoire, vu qu'on arrive à cette foutue à dos un président avant qu'il soit président. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, Pierre, j'ai beaucoup pensé à vous, parce que, rappelez-vous, il y a 5 ans, vous et moi avions organisé une conférence avec Nigel Farage. Tout à fait. L'Élysée a tout fait pour l'annuler, parce qu'ils nous ont sabré la salle à la dernière seconde. Je m'en souviens, mais enfin, en tout cas, la conférence avec Nigel Farage a pu se tenir, merci. Dans une église. Dans une église, d'ailleurs. Et Nigel Farage avait une statue de la Vierge derrière lui, je m'en souviens, ça m'avait fasciné cette affaire, et ça nous a sauvés, hein, ouais, tout à fait, clairement. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu Nigel Farage qui a accompagné Donald Trump, et le discours qu'il avait fait était tellement extraordinaire qu'il a eu raison. Donc ça veut dire que notre vision à nous, on a accompagné Nigel Farage lui-même a accompagné Trump, et donc finalement, nous en tout cas, on a l'art de voir ce qui se passe avec beaucoup de tempo, avec beaucoup d'avance. Alors, comment Trump va-t-il se venger, entre guillemets, sur la France et les Français socialistes ? Alors, déjà, on sait quelle a été sa première réaction vis-à-vis d'Hollande, c'est de toute façon, je ne m'occuperai pas d'un président qui sera plus là dans 6 mois. Il veut pas de mal, je pense c'est très difficile de dire il, parce que lui, ce qu'il veut est un peu indifférent. Il est président des États-Unis, les États-Unis ont des intérêts qui ne convergent pas avec les nôtres. Par contre, à titre personnel, il va pas poursuivre Hollande de Saint-Vindicte. De toute façon, Hollande se poursuit lui-même, il est son meilleur ennemi et personne ne peut lui faire plus de mal qu'il s'en fait tout seul. À mon avis, ça va pas se passer comme ça, surtout que tout le monde, et là j'aime pas jouer les troubles fêtes, mais pourquoi beaucoup de gens ont, en France, dit leur soulagement et leur enthousiasme vis-à-vis de Donald Trump ? C'est pour 2 raisons. Premièrement, de voir BFM, Christine O'Krent, tous ces gens-là, plus bactères, c'était jouissif. C'était jouissif. BFM qui avait expliqué ses mathématiques, Hillary Clinton va gagner. Donc on en conclut que BFM ne sait pas compter. C'est normal. Vu les classements de la France en mathématiques récemment, là, ça me paraît tout à fait normal finalement. Voilà, nous avons vu tous ces gens-là à terre. Et deuxièmement, les menaces en termes de sécurité globale que Hillary Clinton faisait peser sur un certain nombre de pays. Mais elle voulait la guerre avec les Russes. Elle voulait la guerre avec les Russes, tout simplement. Pas uniquement. Non, avec les Russes, mais pas uniquement. Il y avait au moins 3 ou 4 pays qui étaient dans l'œil, dont des pays qui ont, vis-à-vis de la sécurité de la France, des impacts immédiats, comme l'Algérie ou l'Égypte. L'impact est immédiat en termes migratoires, en termes terroristes. L'impact aurait été immédiat. Elle ne sera pas là. Ouf. Parce qu'au moins, on ne sait pas ce que fera Donald Trump, mais au moins, on sait ce qu'elle aurait fait. Elle l'avait annoncé. Alors, pardonnez-moi, parce que je vous ai posé la question sur est-ce qu'il y a encore un État, hein, non, on était parti là. L'État est cuit. L'État est cuit. Donc, que se passe-t-il en ce moment à l'Élysée ? Alors, la plupart des conseillers se replacent. Hollande, il perd un certain temps.
En plus, il essaye de caser les journalistes qui l'ont aidé. Il s'occupe des carrières des journalistes qu'il aime Oui, bien. c'est formidable, ça. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et il s'en vante en C'est- plus. Oui, il s'en Il s'en vante, vante, c'est ça. le gros. Il a ses journalistes qui lui sur les pompes dans les colonnes du Nouvel Obs, du Monde, etc. Et maintenant, il va les placer, il va les nommer ambassadeurs. On peut les replacer dans l'un des multiples comités Théodule. Il y en a à peu près 10 ou 12 000 en France. Conseil économique de machin, conseil truc de trucs. Ça, c'est pas mal. Ce sont des fromages quelconques. Mais surtout, ils convoquent leur rédaction en disant lui, je l'aime particulièrement bien. Est-ce que tu peux l'avancer? D'accord. Et Monsieur Geoffrin n'a pas l'air de s'en émouvoir. Alors, il est plus à l'Express, l'homme à l'écharpe rouge. Tous ces gens-là n'ont pas l'air de s'en émouvoir parce que c'est le bien. Hollande, on l'aime bien parce que ils ont tous voté pour lui. Bon, très bien. Ce sont des manières de république bananière. Faudra plus faire la leçon ni aux Nord-Coréens mal coiffés, ni à Mugabe, ni à tous ces gens-là. Ce sont des manières de république bananière. Quant à Valls, Valls a fait faire toutes les enquêtes, parce que comme vous le savez, il est très lié à des gens comme Foulks ou d'autres, donc il a un poids sur les instituts de sondage, il a fait faire toutes les enquêtes nécessaires. Il ne ferait pas gagner la gauche un iota en termes de points. Et deuxièmement, là, l'appareil du PS, pour ce qui reste d'appareil, on parle de moins de 20 000 hommes, il y a moins de 20 000 militants au PS actuellement, D'accord. refuserait de bosser pour lui tant le militant PS de base le déteste. Parce que pour eux, je vais vous donner un exemple très simple, Pierre. Quand les jeunes gauchistes de l'école de journalistes de Sciences Po se sont opposés à la venue de Florian Philippot, qu'ont-ils scandé comme slogan? Philippot, Valls, Fillon, même combat. Si vous voulez, les gauchistes ne veulent pas de Valls. Mais c'est extraordinaire, c'est sciences politiques et les gens de droite, de toutes sortes de politiques, ne veulent pas s'exprimer. C'est extraordinaire, c'est plus sciences politiques, c'est comme disait Alain c'est Minc, stalinien voilà. politique, quoi. C'est les études staliniennes, en fait. Hein, comme disait Alain Incroyable, Minc, qui est l'un des pères de ce système, vous êtes en dehors du cercle de la raison. Bon, point, on peut vous traiter comme des chiens. Voilà. Lui au moins il l'assume, il a pour lui d'être un inquisiteur heureux et sympathique. Alors, justement, toujours dans le full qui est encore en état. Alors, je vais vous donner l'information, vous allez le commenter, et on peut raccrocher de la manifestation des policiers. Alors, le journal Le Midi Libre rapporte que le jeudi 24 novembre après-midi, je cite, un collectif de policiers enquêteurs a adressé un rapport de demande de retrait d'habilitation au PJ de 250 agents au procureur général près de la cour d'appel de Montpellier, soit 75% des officiers au PJ de police judiciaire dans l'Hérault, provenant des services d'investigation comme la sûreté urbaine départementale, la PAF, la SRPJ, etc. Et cette colère donc se propage à vitesse grand V partout en France, dans le Gard, Lyon ou Versailles. Il est à mettre en parallèle avec les manifestations spontanées des policiers tous les soirs depuis plusieurs semaines contre le manque de moyens et surtout les violences à répétition dont ils sont la cible. Alors, ils protestent contre une loi qui permet aux suspects mis en garde à vue de bénéficier de 30 minutes d'entretien avec une personne extérieure avant l'interrogatoire, que ce soit en personne, par Skype ou téléphone. Donc, s'ils arrêtent un terroriste, par exemple, pendant une demi-heure, celui-ci pourra prévenir tout à fait officiellement ses complices les uns après les autres. Est-ce qu'il pourra commander aussi un repas chez les doyens, hein? Pendant 30 minutes, tu peux le faire. Hein. Ou alors recevoir son épouse dans sa cellule, comme les narcotrafiquants collent bien. Bah ouais, il a 30 minutes. Non, mais c'est quoi. Je veux dire, le mec, il va appeler à l'Oresto pour commander un repas dans sa cellule, tranquille, on peut lui livrer des fleurs, de par Interflora, tout va bien. Alors, les policiers disent, cette énième évolution, mais c'est un truc de gauchiste, ça, si. Non, Mais on dirait un gag. Attends, je finis juste le Midi Libre. Alors, voilà ce que disent les policiers. Cette énième évolution de la garde à vue met en péril toutes nos enquêtes. Tu m'étonnes. Les mecs, ils font des écoutes pendant des mois. Ils arrivent à le coincer. Ils veulent coincer tous leurs complices. Et maintenant, le mec, il a 30 minutes pour les appeler tous. Au milieu, non. Non, mais attends, incroyable. Alors, sachez que depuis le 15 novembre 2016, un an après les attentats de Paris, et alors que la France est en état d'urgence, bah oui, on est en état d'urgence, faut pas l'oublier. Un terroriste donc peut s'entretenir avec une personne de son choix pendant une demi-heure. Pour ces enquêteurs, le travail va encore s'alourdir dans le contexte actuel. Voilà, donc vous avez le lien sur le Midi Libre, sur le grand article. C'est totalement hallucinant, c'est aberrant. Bref, alors pendant ce temps-là, au même moment, donc c'est ce week-end, il y a un gendarme qui a été tué lors d'un contrôle de police qui a dérapé. Et donc ce qui va peser de plus en plus lourd pour les manifestations de policiers que j'ai accompagnées. Hein, sur la revue de presse sur quotidien.com, vous avez une page de toutes les manifestations que j'ai couvertes ici à Paris. Alors Pierre,
Vous connaissez bien justement les questions de sécurité intérieure. Qu'est-ce que ça vous évoque là, cette révolte des policiers, cette révolte sans les syndicats, je précise, sans les syndicats, parce que tous les policiers me disent, nos syndicats, nos patrons de syndicats sont des vendus. Tout à fait. Vendus. Il y en a un qui était le pote de Sarko, les autres, enfin bon bref, Tout à fait. ils sont vendus. Hein, donc bonjour UNSA Police, pour leur donner un droit de réponse s'ils veulent, hein, mais votre analyse là-dessus. Alors, on a détruit de 3 manières le métier de policier. On a détruit le métier de policier par les nouvelles contraintes européennes sur l'État. Le flic, de base, qui torche le cul de la société pour 2000 € par mois grand max, pour que son patron, lui, reçoive des primes qui peuvent aller jusqu'à un doublement de salaire. Absolument, même triple. Ouais, même triple. Mais pour ça, il faut avoir de bons chiffres. C'est la LOLF qui le dit, loi organique relative aux lois de finances. Il y a des tas d'infractions qu'on va taire pour ne pas ternir les chiffres. Tout comme, par exemple, pour avoir un bon indicateur de contredanse, on va aller dépenser le temps des agents de terrain à aller, par exemple, verbaliser les prostituées parce qu'elles les payent toujours, parce que leur camionnette, leur machin, leur truc, c'est leur outil de travail, et c'est un public faible, c'est un public fragile. Pendant ce temps-là, on s'attaque beaucoup moins à la véritable délinquance qui pourrit la vie des Français tous les jours, parce que les chiffres de cette délinquance-là, il faut les maintenir bas dans les statistiques. Tous les policiers m'ont dit qu'ils avaient ordre, justement, de ne pas toucher à une certaine catégorie de la population. Tout à fait. Donc là, c'est les règles de la CSA, donc je peux pas dire de quoi il s'agit. Vous compléterez vous-même, hein, chers spectateurs. Voilà. Ce sont des gens sensibles qui viennent de quartiers qui sont sensibles également. Ils sont très sensibles, c'est des gens qui... Ce sont des gens extrêmement sensibles. Si on leur demande tes papiers, ils se mettent à pleurer. Voilà. Hein D'où ce nom de quartier sensible. D'où ce nom de quartier extrêmement sensible. Voilà. C'est le quartier des chaudes larmes. Donc ça, c'est la première manière dans laquelle on a détruit le métier de policier. La seconde, c'est tout l'état-major droit de l'hommiste, qui est parachevé depuis Bruxelles, Cour européenne des droits de l'homme, où le flic doit toujours faire plus de paperasse, le délinquant doit toujours... Oui, c'est ça, c'est comme les agriculteurs, 25 000 paperasses à remplir. Voilà. Le prévenu, attention, je dis pas qu'il faut leur coller des torgnoles dans les arrière-salles de commissariat, mais les flics français... Comme tortionnaire, faut quand même arrêter les fantasmes de gauchistes des années 70. C'est tout à fait faut quand même arrêter ça. Il faut juste aller aux États-Unis pour voir ce qui se passe vraiment, quoi. Donc, là, on est dans 2 types de police totalement différents. Absolument. Là-bas, ils tirent d'abord et ils s'expliquent ensuite. En France, d'abord, ils doivent envoyer des fleurs. Ensuite, éventuellement, pleurer à chaudes larmes, accepter les excuses. Hein, éventuellement, et aller plus loin et 30 minutes pour prévenir et 30 minutes, et puis à eux, à nos flics à nous, quand quelqu'un leur balance un cocktail Molotov, ce qui dans un pays fasciste comme le Danemark vaudrait de se faire flinguer, hein, le flic danois ne se laisse pas cramer, lui, eh bien, on leur propose quoi? Des uniformes inifugés! Comme ça, et ils mettent... En Belgique, on leur donne des pistolets à eau. Non, c'est vrai, ça? Oui. Non, la vache! Non, c'est vrai, c'est des pistolets. Alors, c'est des pistolets à peinture, mais c'est de l'eau, quoi. La peinture, c'est de l'eau. Non, j'en ai parlé. C'est normal, c'est le pays de Magritte, donc le surréalisme et la Belgique, il y a quand même un sujet. Et ça, c'est Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont le droit d'avoir leur famille en prison, ils ont le droit d'avoir tout en prison. Donc, si à un moment, toutes les libertés sont dans la prison, alors pourquoi la prison existe? Vu qu'à la base, la prison est un lieu de privation de liberté. Pour des gens qui sont des dangers pour la société. Je le rappelle quand même, une prison, ça a un sens. On n'a pas créé des institutions carcérales pour rien. Ça, c'est le deuxième point. Évidemment, c'est parachevé par le travail des magistrats qui sont tellement contents de casser du flic, parce que eux, comme je l'avais dit... le mur des cons, hein, ça... Le mur des cons, et puis surtout, j'aimerais beaucoup savoir combien de magistrats aujourd'hui habitent à côté du tribunal de Bobigny. Combien de magistrats qui siègent dans le 93 habitent dans le 93 à proximité de la sensibilité. Et le dernier point qui a détruit le flic, c'est toute la théorie de la défense sociale, donc de la préférence criminogène. C'est pas la faute du mec, c'est la société. Voilà, la société, il n'a pas eu son poney quand il avait 16 ans, etc. Bon, et ça, c'est le journaliste des Inrocks, et puis surtout, voilà, Pinot, simple flic, etc., etc. C'est ça, c'est le brave con. Voilà, le brave con. Bon, et ça, aujourd'hui, les syndicalistes policiers ont, ça par contre, c'est une accusation de la base. Moi, j'ai pas vu de document technique là-dessus, mais ça sort de toutes les manifs. Ils ont un avancement plus rapide que les autres flics, donc les flics sont passés au-delà des syndicats, déjà d'une. Ils n'en peuvent plus de leur hiérarchie, ils n'en peuvent plus de se faire cracher à la gueule, et ils n'en peuvent plus aujourd'hui d'être devenus les cibles des sensibles auxquels on ne doit répondre qu'à coups de polochon. Des cibles, des sensibles, trop fort. Voilà. C'est pas des cibles, c'est sensible. C'est pas mal. Justement, comment vous interprétez les manifestations spontanées de tous les inspecteurs de police, etc. Qui continuent d'ailleurs. Hein. Parce qu'ils ont failli débarquer à l'Élysée quand même l'autre jour. Ils étaient en face de l'Élysée. Ils étaient à deux. Je veux dire, ça aurait pu se terminer par un coup d'État, tout simplement. Je veux dire, les policiers sont armés, pour le rappeler. Ils sont armés et ils ont le droit de porter leurs armes avec l'état d'urgence. La seule chose que ça prouve, c'est que nos forces de sécurité intérieure, ça je vous l'ai toujours dit,
aujourd'hui, avec les gens qui fantasment sur les coups d'État, etc. Nos forces de sécurité intérieure, comme nos armées, sont loyalistes. C'est la tradition française de nos forces de sécurité. La seule chose, c'est qu'ils veulent faire leur boulot. Ils sont au service d'une population qu'ils ne peuvent plus servir. Vous vous rendez compte ce que c'est d'arrêter parfois 20 fois le même mec en quelques mois? Ah bah celui qui a tué le gendarme, il a été arrêté 24 fois. Voilà. Vous êtes en dessous de la vérité. Voilà. Non mais 24, qui dit mieux? non mais voilà, 24. C'est comme un jeu là, vous savez, le jeu télé, qui Non, dit mieux? C'est devenu un jeu pour la criminalité. Oui, parce que dans les Pour eux, cités, maintenant, c'est celui qui a le plus, c'est comme une décoration, quoi. Bon, moi j'ai Ouais. fait Central à Fresnes. Voilà, qui dit mieux, voilà, je suis 2 étoiles, quoi. Non, mais Incroyable. c'est ça. C'est totalement surréaliste. Mais par contre, à force de... Moi, ce qui me passionne dans l'affaire des policiers, qui évidemment ont tout notre soutien, et c'est même pas besoin de le rappeler, c'est que le mouvement perdure, alors que les journalistes ont reçu des ordres de plus les couvrir, quoi qu'en disent les journalistes eux-mêmes. Et puis de toute façon, les journalistes, quand bien même, pour certains, n'auraient-ils pas reçu d'ordre, on va quand même pas se mêler Alors, à la alors, racaille juste- policière. Et Pierre, Voilà. alors, juste à ce propos, j'ai une anecdote qui va intéresser tous nos spectateurs. J'étais donc le jour de la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale, donc on est sur le pont de la Concorde. Donc il y a BFM-VC qui est là, et il y a un type, bon maintenant depuis je l'ai identifié, donc il s'appelle Igor, je crois qu'il est d'origine polonaise. Ce Igor, qui présente le journal de BFM-VC le week-end, s'est approché donc d'un groupe de policiers et leur a expliqué que du fait qu'il se soit arrêté devant la statue de Jeanne d'Arc lors d'une manifestation précédente, qui a eu lieu la nuit, donc ils ont entamé la Marseillaise, ils ont chanté la Marseillaise. Et donc le Igor en question, la station de ski, leur a expliqué, oui, vous avez chanté la Marseillaise, vous êtes du FN, de toute façon le public vous assimile maintenant au FN parce que vous êtes arrêté exactement au même endroit où le FN fait sa réunion avec Jean-Marie Le Pen. Et les flics l'ont regardé, ils disent mais attends, il y a un des flics qui dit mais on est place de la Concorde, il y a l'obélisque, donc on est égyptien. Ça vous donne le niveau de BFM-VC. Ça vous donne le niveau des journalistes de BFM. Voilà. Donc félicitations Igor, on t'a reconnu. Brave petit journaliste gauchiste. Non mais Oui, c'est surtout- tout à fait le petit journaliste de province. En plus, attends, ce mec se permet de donner la leçon à des flics professionnels qui passent leur temps à brasser toute la crasse sociale qui puisse exister, et ce mec qui se la pète là, il vient leur donner des leçons. Non mais faut Mais admirer c'était le calme. incroyable de voir. Faut admirer le Je suis calme. même étonné qu'il n'aurait pas mis un pain dans la. Eh ben dans la justement, gueule, faut admirer le calme des flics d'avoir pas Ah oui, voulu raccourcir la j'étais petite chose une d'une dizaine tête. de flics à l'écouter, ils étaient hallucinés. Et puis surtout, là, on a tous les codes culturels du brave petit gauchiste mondain qui aime tellement les sensibles qu'il a envie très loin. Lui, C'est sûr qu'il vit pas dans le 93 à côté des des HLM. sensibles. Je rappelle quand même que c'est la République, la Troisième République, qui a fait de Sainte-Jeanne d'Arc aussi une grande sainte républicaine. La fête de Jeanne d'Arc, c'est une fête républicaine. Bien sûr. C'était d'ailleurs un point d'accord entre Barrès et Jaurès historiquement. Ça n'appartient pas à un parti politique en particulier. Et d'ailleurs, le même petit journaliste a-t-il, quand il est allé interviewer, ce qui a dû lui arriver, quelqu'un qu'il aime beaucoup, qui est Emmanuel Macron, est-il allé lui dire, M. Macron, à Rouen, on vous a vu aux fêtes de Jeanne d'Arc, rassurez-nous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas du FN. Vous n'êtes pas du FN. Parce que, Non, je suis de Goldman Sachs, pourquoi? Non mais, et puis surtout, vous avez chanté la Marseillaise. Non mais faut oser, hein. Vous Non, avez mais pas honte de non, chanter mais- la Marseillaise. non mais faut oser. Et puis Monsieur surtout, Macron. surtout à force, cette caste ne se rend pas compte. Ah, c'est la caste BFM-VC. Non mais ils se rendent pas C'est compte la caste de leur France 2, Voilà. toutes les gens. Ils Voilà. finiront par avoir un problème le jour où ils se rendront compte de leur importance numérique par rapport à l'importance numérique des gens qui leur en veulent. Parce qu'à un moment, C'est ça. si les vases communicants se rencontrent, je suis Mais pas ils sûr n'osent que plus, ce soit les lui qui journalistes gagne. maintenant sur les manifs, les journalistes de BFM n'osent plus mettre les capuchons BFM sur leur micro. Faut pas qu'on les reconnaisse maintenant, ils sont quand même profil bas. Alors, tiens, justement, ça va exactement dans votre sens, dans votre analyse. Écoutez bien, et là, pourtant, on n'est pas en Belgique, hein. On est en Italie, écoutez bien. Total délire, en Italie. Un juge a proposé une loi, un juge italien, selon laquelle toute personne qui n'a pas fini de rembourser son crédit immobilier et qui est en retard de paiement doit être dépossédée de son bien, qui sera alors donné aux migrants, afin qu'ils puissent s'intégrer correctement, je cite, dans un but humanitaire et philanthropique, fermez les guillemets. Cool, je vous propose mieux. Toute personne en France qui est en retard de paiement sur son crédit voiture se verra dépossédée du véhicule qui sera alors donné à un migrant musulman et à sa famille. Et ensuite, comme le dit un de mes amis qui a halluciné en entendant cette info, on dépossède les juifs et ensuite on dépossède les catholiques de leurs biens pour les donner aux migrants musulmans. Ainsi, la boucle sera bouclée. Voilà, lire ici Il Giornale. Hein, vraiment, pour le croire, c'était dans la presse italienne, c'est drôle. Je suis pas du tout étonné, hein, parce que ça va dans le même sens, c'est le même esprit dont vous parlez. Monsieur Barouin,
qui s'est retrouvé lieutenant de M. Sarkozy, voulait prendre à l'Église catholique et à nos compatriotes de confession juive leurs synagogues et leurs églises, en disant c'est pas la peine de construire des mosquées, on va réaffecter les lieux de culte. Ah, c'est vrai ça, vous avez tout à fait raison. Monsieur Barouin. Tiens, il faudrait qu'on donne Notre-Dame. Tiens. Il faudrait qu'on donne Notre-Dame aux migrants. Non, mais pourquoi pas. Comme ça, ils non, ont mais, non, mais c'est le même esprit, vous avez raison, c'est le même esprit. C'est exactement le même esprit. Surtout, ils se rendent pas compte qu'ils jouent avec la paix publique. Non, ils se rendent pas compte. Ils vivent pas dans le 9-3. Ouais, voilà, mais ils sont pas à côté du tribunal de Bobigny. Non, ils se rendent pas compte que ils sont pas à Trappes. Hein. Ils savent même pas où c'est d'ailleurs. Ils se rendent pas compte qu'il y a le problème de délinquance, de criminalité, etc. Mais le pire, c'est que ce ne sont même pas leurs ouailles criminelles qu'ils caressent dans le sens du poil qui vont leur tomber dessus un beau matin. C'est qu'un jour, c'est le brave berrichon de base qui va vider ses cartouches de chasse sur son député. Je n'appelle à rien, bien évidemment, bien au contraire. La seule chose, c'est qu'à force de détruire, pas déjà passé d'ailleurs. Mais à force de détruire l'univers symbolique, c'est-à-dire le peu de choses qui restent aux gens, c'est-à-dire leur conscience d'être eux-mêmes, vous allez vous les prendre sur le coin de la gueule un beau matin, faudra pas venir chialer. Le sentiment de vivre dans un pays qu'ils aiment, le sentiment d'être chez eux, voilà, le sentiment d'être chez eux. Et le fait de voir de 25 boubous des voiles, etc., là, ils ont l'impression d'être à Tombouctou, quoi. C'est clair que ça pose un problème. J'ai même entendu dire que alors je sais plus quel candidat est allé à Marseille, là, juste pendant les primaires, ils sont débarqués à la gare Saint-Charles, et quand ils ont vu le quartier dans lequel ils ont débarqué, ils pensaient qu'ils étaient âgés. Donc, et là, il y a un vrai problème. Je veux dire, quand on arrive à Marseille, on a l'impression déjà d'avoir traversé la Méditerranée, hein. C'est très très net, hein. Alors, juste pour détendre l'atmosphère, j'attends pire. Oui. Vous pouvez. À nos jeunes, tous nos étudiants, etc. Parce qu'on a maintenant, on a de très jeunes spectateurs. 17 ans, ils sont passionnés par ce qu'on fait. D'ailleurs, vous les voyez arriver de temps en temps dans vos conférences. Et moi, je les vois aux signatures. L'incroyable, c'est produit en Suisse. Écoutez bien. Les vacances scolaires dans le canton de Lucerne ont été prolongées d'une semaine pour économiser 4 millions de francs suisses. Cette semaine supplémentaire de vacances permet au canton d'économiser 4 millions de francs. Pendant cette période, les enseignants ne sont pas payés. Cette mesure proposée par le gouvernement a été acceptée par la majorité bourgeoise, PDC, UDC et PLR, du Parlement en décembre 2015. De même, les propriétaires helvètes ne trouvent plus de riches auxquels louer leurs appartements. C'était la une de toute la presse suisse, c'était assez drôle d'ailleurs. Donc ils ont plus de riches pour louer leurs grands appartements. C'est un vrai souci, sachant que les Suisses n'ont pas l'habitude d'être des pauvres. C'est quand même incroyable ça. On voit maintenant que la crise en France, ça a décimé tous les budgets publics. On voit bien la défense, le ministère de la Défense est en faillite totale. Il ne paye plus ses fournisseurs depuis le mois de septembre, je crois, septembre-octobre. L'État français, depuis octobre, novembre, décembre, fait des emprunts sur les marchés financiers pour payer les fonctionnaires, les retraites, etc. Les caisses sont vides techniquement depuis septembre. Et en fait, je suis bodeur même que c'est depuis le mois d'août, voire le mois de juillet. Et on voit maintenant que les Suisses sont affectés par cette crise de budget qui est en train de décimer les municipalités qui ont la moitié de rentrée d'impôts de ce qu'ils avaient auparavant. Je fais simple. Vous pensez que les Suisses vont se révolter? Non, mais c'est pas tout à fait dans leur gène à eux. Historiquement parlant, la Suisse est un pays de fronde et l'unité de la Confédération tient sur deux choses. Tient sur la non-ingérence dans les affaires extérieures, donc pas d'expédition militaire extérieure, pas d'expédition militaire. J'ai pas dit diplomatie, Croix-Rouge, etc. J'ai dit militaire. Et deuxièmement, sur des modus vivendi, démocratie locale, etc., qui aplanissent les rapports politiques. Or, le grand problème, c'est que le seul problème véridique de la Suisse, qui a un secteur de haut, parce que tout le monde dit les Suisses c'est simple, c'est les banques et l'horlogerie, c'est pas vrai du tout. Ils ont une industrie, mais ils ont pas l'euro, donc ça. Décimé, l'horlogerie suisse est décimée. Ils ont une industrie, ils ont une haute technologie qui est vaillante. La seule chose, c'est que quand vous êtes géographiquement encastré dans la nouvelle URSS, même si vous en faites pas partie, eh bien, la nouvelle URSS en ruine vous tombe dessus, pièce après pièce. Les Suisses vivent le contre-coup des politiques suicidaires que l'ensemble de l'Europe mène, et je dirais même plus, c'est qu'aujourd'hui, la Suisse, qui a un statut particulier, vu qu'elle elle a même un statut dérogatoire à ce qu'on appelle l'espace économique européen, c'est-à-dire les rapports économiques avec de ceux qui ne sont pas dans l'UE. La Suisse essaye de mettre le maximum de maintenir l'Union européenne à bout de gaffe, mais l'Union européenne entend se mêler des affaires suisses et utiliser d'ailleurs une partie de l'élite suisse traître, particulièrement la place de Genève, pour pouvoir se mêler de plus en plus des affaires suisses. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, est arrivée dans un stade despotique. Si vous ne voulez pas en faire partie, c'est pas grave, c'est eux qui vont venir défoncer votre porte.
au nom des droits de l'homme. Pardonnez, il y a juste quelque chose qui me revient à l'esprit. Lors du débat des primaires, on a entendu quelque chose d'extraordinaire et personne n'a relevé. Nicolas Sarkozy a déclaré, vous l'avez regardé le débat? Je me suis pas infligé ça. Bon, d'accord. Je me le suis infligé. Mais j'ai bien Vision apostolique du journaliste. Mais j'ai bien fait. Parce que Nicolas Sarkozy a dit je me suis retrouvé avec la plus grande crise économique sur les bras, et c'est pour ça que j'ai licencié tous les gendarmes et les policiers. Et moi, heureusement que j'étais assis, parce que le même Sarkozy, quand même, nous a expliqué en 2008, 2009, 2010 qu'il n'y avait pas eu de crise, que tout va bien, que tout allait bien. Donc, on voit le mensonge absolument phénoménal des hommes politiques, et surtout, puisqu'on parlait des policiers tout à l'heure, qu'il y a eu, je sais plus, je crois que c'est 14 000, je sais plus quel est le chiffre de nombre de policiers et gendarmes qui ont été licenciés, mais ils ont été licenciés, je le dis aux spectateurs, ils ont été licenciés à cause de la pourriture de ces enfoirés de BIP, de banquiers qui ont explosé Wall Street le 29 septembre. Donc, si vous n'avez plus de police, plus de gendarmes dans votre région, dans votre commune, etc., remerciez Wall Street, remerciez l'explosion du 29 septembre. Votre analyse là-dessus? Alors, de ce mensonge politique permanent. Non, mais premièrement, c'est un mensonge permanent. J'ai l'impression qu'il ne donne jamais la vérité aux Français. Rappelez-vous, à l'époque, on était les premiers à en parler. Non, mais Sarkozy, il balance ça, et le pire, c'est qui va relever ses complices? Parce que je rappelle qu'il avait qui sur le plateau? Son ancien exécuteur qui a mis le feu à la Libye, Monsieur Juppé, il avait son premier ministre, Monsieur Fillon, ouais. Il avait la traîne, la lèche babouche, Kosciusko-Morizet. Le seul qu'aurait pu dire, c'est Poisson, c'est pas sa spécialité, lui, l'économie. Lui, son truc, c'est le Moyen-Orient. Donc, tout le reste, et Bruno Le Maire, le butoir de porte à la servilité sans tâche. Alors, oui, c'est vrai, lui, je l'aime pas. Alors, lui, pour le coup. Mais c'est normal, c'est vraiment. J'ai rien contre les énarques, j'avais beaucoup contre Le Maire. Le grand problème, c'est journaliste servile plus, enfin je veux pas être méchant, vous avez assisté à travers les primaires au grand oral du syndicat du crime. Bon, très bien. Et vous leur en voulez de pas avoir avoué? Mais non, c'est chez eux. Non, mais c'est même pas ça. Ce qui me fascine, c'est que Sarkozy, pris au dépourvu, il a été pris au dépourvu par la question d'un des journalistes, et ne trouvons pas la réponse de l'ayant. Voilà, comme on lui avait pas préparé le truc. Tout ce qu'il a trouvé à dire quand on est pris au dépourvu, c'est de dire la vérité. Pour une fois, il l'a dit. J'ai supprimé les policiers et les gendarmes parce que toutes les banques françaises étaient en faillite. C'est quand même incroyable. Ouais. Et on a dit à ces mêmes policiers et gendarmes qu'on le supprime leur poste parce qu'il faut faire des économies, parce que la sécurité sociale est en déficit, parce que ceci. Le mensonge d'État permanent, quoi. Ouais. Alors, tiens, justement, à propos de mensonge d'État, de notre lecteur, Monsieur Caget. Alors, il dit 0, nulle, nada, pot de balle. C'est le montant total de la collecte net d'assurance vie en septembre 2016, selon la Fédération française d'assureurs. C'est la pire performance de l'assurance vie sur 21 mois, puisque les assurés ont donc retiré autant qu'ils ont cotisé. Et on dit merci qui? Nous dit notre lecteur Monsieur Cachet, merci Michel Sapin. Alors, il faut dire que les rentrées de septembre sont de plus en plus dures, année après année. Si par exemple 2010 a été catastrophique, 2011 a été pire, et ainsi de suite jusqu'en septembre 2016, qui laisse présager de plus en plus des mois négatifs. Les Français retirent leur épargne, même si les compagnies traînent des pieds pour leur rendre l'argent. Et ils retirent leur épargne pour payer les impôts. Donc là, on est dans un système qui est en train de s'autodétruire. C'est-à-dire qu'on détruit la richesse des Français. La richesse des Français n'est pas assez suffisante pour payer tous nos engagements financiers réalisés à coup de plancher-billets, mais bon, ceci est une autre histoire. Alors, je vous dis ça, par exemple, imaginez par exemple que le patrimoine net moyen des plus de 50 ans est de 300 000 euros. Notre lecteur Spartacus nous dit « La classe moyenne étant quasi liquidée, il ne restera plus à l'État en faillite qu'à spolier tranquillement les retraites et patrimoines des plus de 50 ans. » Lire ici Le Monde. Les textes européens sont déjà prêts pour la chyprisation générale des comptes, mais la chyprisation, elle s'adresse à qui d'abord? La première variable qu'ils avaient mis dans le fait de pouvoir autoriser la saisie sur compte en cas de faillite bancaire, c'était à plus de 100 000 euros. Bon, c'est le haut de la classe moyenne qui est visé pour l'instant. Mais comme le montant est modulable, de 100 000, ça va passer à 50 000, de 50 000 à 20 000, et à la fin, tout le monde sera rincé. Alors justement, pardonnez-moi, je fais une parenthèse parce que vous avez ouvert un tiroir, on va dire. On va reprendre après, mais j'enchaîne exactement sur ce que vous venez de dire. Notre lecteur, Monsieur Demey, qui vit en Roumanie, et je remercie Monsieur Demey, parce que sans lui, je m'en serais jamais rendu compte. Je sais pas pourquoi. J'ai pas réalisé ça. Je suis désolé, je présente mes excuses au lecteur. Donc, Monsieur Demey, qui vit en Roumanie, nous écrit. J'ai vu ça ce matin en Roumanie. C'est l'affiche, donc, dans une agence bancaire. Je l'ai retrouvée sur Google après. Plus précisément, la Banca Transilvania.
Alors déjà, Banca Transylvania, vous voyez, on voit les vampires derrière les guichets avec leur cape et tout. Voilà. Traduit, en gros, cela dit que la FGDP est le système de garantie de fonds bancaires qui assure 100 000 euros maximum des dépôts en cas de faillite bancaire de banque roumaine. Alors il dit, je le partage avec vous et vos lecteurs puisque c'est affiché au vu de tous les clients dans toutes les agences. Et moi j'ai lu ça, je dis, quoi ? Comment ? What the F ? Les déposants roumains sont garantis comme les déposants français, mais il y a une immense escroquerie. Le PIB par habitant en France est de 38 000 euros, alors qu'en Roumanie, il est de 8 962 euros. Cela veut dire que le système européen de résolution bancaire, etc., garantit le déposant roumain 4 fois plus que le déposant français. Non mais attends, vous l'avez vu ? Moi, j'ai jamais fait attention à ça. Je ne sais pas si les Allemands sont eux aussi garantis à 100 000 euros. Selon la logique européenne, oui. On est d'accord. Peu importe. Mais il y a quelque chose ici de profondément injuste. Techniquement donc, les Roumains sont 4 fois mieux protégés que les Français. Il s'agit là d'une prodigieuse inégalité qui est démontrée par ce biais. Je n'ose même pas comparer le PIB par habitant du Luxembourg. Ah mais si, tiens, on va le faire. Donc j'ai pris les chiffres de la Banque mondiale. Donc là, Banque mondiale, ISO 9000... Alors, le Luxembourg a un PIB par habitant de 101 450 euros, soit 11 fois plus que celui d'un Roumain. Cela veut dire que toute la population bancaire roumaine, ou presque, est garantie, alors que les Luxembourgeois, en cas de faillite, se retrouveront tous en slip. Et je dirais même sans slip, à poil. L'égalité voudrait que chaque Luxembourgeois, à ce moment-là, soit garanti à un maximum de 1,13 million d'euros et que chaque Français soit garanti à 400 000 euros. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. Je suis logique, voilà. Vous voyez là la folie furieuse de cette loi scélérate et créatrice d'inégalités. Les uns sont volés, les autres protégés, parce qu'un crétin ou des crétins fonctionnaires, énarques européens, etc., a décidé qu'il en sera ainsi pour toute l'Europe. Et du coup, vous voyez aussi à quel point la monnaie euro est bancale. Là, on touche la vérité du doigt. C'est un truc, c'était tellement énorme, je ne l'avais pas vu. Et donc, c'est condamné forcément à exploser. Voilà. Donc, vous avez le lien, vous allez sur quotidien.com, vous avez le lien. Et je vous rappelle, juste pour info, que les Américains, eux, sont garantis jusqu'à 250 000 $, alors que les Européens seulement à 100 000. Donc là, déjà, il y a un immense vol en préparation. Un immense transfert de richesse qui est en préparation en cas de faillite globale. C'est-à-dire que tout l'argent va aller aux États-Unis. Alors, justement, Pierre-Yves, je vous ai interrompu, pardonnez-moi à cause de ça, mais je ne pouvais pas laisser passer cette occasion parce que vous en parliez vous-même. Votre analyse là-dessus et vous refermez le tiroir. Premièrement, il faut savoir une chose. Toute cette affaire est une affaire de représentation du terme crise. Pour nous, la crise, ça va rincer nos pays, rincer nos territoires, rincer nos populations, tralala. Bon, il faut rincer nos richesses. Et rincer nos richesses, très bien. N'oubliez jamais que pour l'eurocratie, une crise est une opportunité. Pourquoi ? Parce que la crise permet d'affaiblir encore les États que l'Union entend tuer. Et certains États plus que d'autres, vu qu'aujourd'hui l'Union Européenne est dans la main des Boches. Faut quand même donc la France doit être tuée. Et c'est une arme utilisée contre nous. Bon. Mais c'est énorme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, non, mais c'est vrai, moi, je trouve ça dans la logique communautaire, c'est totalement logique. Ça, mais c'est incroyable. Dans la logique européenne, c'est totalement logique. Il faut voir qu'aujourd'hui, le seul pays qui accepte de payer les quotes-parts des autres pour que l'Union européenne continue à vivre, c'est les Français. C'est-à-dire que notre élite à nous est tellement éprise de servitude, a tellement envie de pouvoir obéir à la reine chancelière, qu'aujourd'hui, on endette les Français pour payer les quotes-parts des pays qui ne cotisent plus à l'Europe. Parce que les gens sont pas tous complètement débiles, ils se rendent compte que la nouvelle URSS se fissure de partout, et ils ont pas envie tout à fait d'être dessous quand elle va leur tomber sur la tronche. Bon, très bien. Or, les dirigeants français sont les plus serviles à l'égard de l'ordre communautaire. Vous êtes bien placé. Là où vous travaillez, vous êtes bien placé pour le voir. Bien placé pour le constater. Ouais. Donc, le grand problème, c'est que pour nous, la crise va être une catastrophe parce qu'elle va saigner nos peuples. Mais elle saigne déjà nos peuples. Elle saigne déjà nos peuples. Mais si vous voulez, quand l'eurocrate moyen vous dit mais la crise n'existe pas, de son point de vue, il a raison, parce que pour lui, la crise est l'élément qui va parachever le coup d'État qui doit, lui, le porter au pouvoir. Donc, si vous voulez, pour lui, il n'y a pas de crise. Je vous rappelle, par exemple, pour vous dire que pour eux, il n'y a pas de crise, le salaire moyen des hauts fonctionnaires européens a encore augmenté de 4% cette année. L'INSEE dit qu'il n'y a pas d'inflation en France. Ou c'est 0,2. Non mais attendez, je crois que c'est une sorte de coup de pouce de Noël, machin, etc. Décidé par Monsieur Juncker. Et Monsieur Juncker, lui, la seule chose qui lui fait peur, d'ailleurs il l'a dit il n'y a pas longtemps, les Européens n'aiment pas l'Europe, je demande qu'il n'y ait plus de référendum. C'est-à-dire, le peuple, je veux bien, une condition... J'emmerde le peuple. En fait, je vois plus à sa gueule. Je ne veux plus voir le peuple. Mais c'est la même chose aux États-Unis.
Bien sûr. Comme dit Monsieur Apathy, interrogeons-nous sur le suffrage universel. Ouais. Oui. Alors que le suffrage universel t'a permis de voter. Il veut raser le château de Versailles, lui. C'est entre Delesquin qui veut raser la Tour Eiffel et Apathy qui veut raser la... C'est bien, on va pouvoir relancer le bâtiment. Là, il faut qu'on les marie, les deux, là. Ils se sont trouvés, Apathy et Delesquin. C'est le couple d'enfer, là. C'est dantesque, là. S'ils font des petits, là, il faut m'en garder un. Non, surtout pas, j'en veux pas. Non, mais c'est monstrueux, alors les deux, là. Oh, le Apathy, là, là, on a vu son vrai visage, quoi. C'est clair. Non, mais vous voyez ce que c'est, quoi. Non, mais vous voyez ce que c'est les commissaires politiques de l'oligarchie de l'ordre européen. C'est-à-dire, les peuples sont un problème. Leur suppression va prendre un petit peu de temps pour différentes raisons. Mais bon, par le fait migratoire, le vieillissement et l'endettement, on va quand même finir par y arriver. Vous comprenez le problème? C'est que pour nous, la crise est une réalité parce que c'est une réalité dans la chair de nos peuples. Pour ces gens-là, la crise est juste l'élément qu'ils attendaient pour parachever une prise de pouvoir. Vous l'avez dit il y a 3 ans. Ouais, je m'en souviens très bien. Vous l'avez dit, c'était une analyse très juste. Et là, on le voit. Justement, on parlait tout à l'heure de Jeanne d'Arc. Vous parliez de la folie européenne, donc là, et de surréalisme. Donc là, j'ai tout en même temps. Il faut le faire quand même. Chers spectateurs, vous vous souvenez des bons du Trésor sur 100 ans, émis par la Belgique, qui est quand même un pays à lui tout seul. Eh bien, les Belges, rois de l'endettement et de tout mettre sous le tapis, ont inauguré une nouvelle fois, puisque ce n'est plus un pays, mais juste une région belge qui émet un bon du Trésor sur 100 ans. Si, c'est pas un pays qui émet un bon du Trésor sur 100 ans, c'est juste une région. Écoutez bien, la région Wallonne, bonjour nos spectateurs wallons, bonjour les entubés, la région Wallonne a contracté un emprunt de 100 millions d'euros sur 100 ans. Est-il ressorti d'un exposé du ministre wallon du budget, Christophe Lacroix, en commission du Parlement wallon. Elle a ainsi répondu positivement à une offre du groupe bancaire Nomura, à un taux de 2,6%. Cher lecteur wallon, je rappelle quand même que la banque Nomura, c'est les mêmes enfoirés qui ont entubé, je reste poli, la banque Montepaschi des Siennes. Reprenez mon enquête sur le meurtre de David Rossi. Félicitations donc banquier de la Nomura et alors CDS pourri. Bref, le procédé est celui du Schuldschein, un modèle entre le crédit bancaire et l'emprunt obligataire, soumis au droit allemand. Donc déjà, les mecs, ils sont en Belgique, ils leur font signer un truc en droit allemand, tu vois. Donc déjà, ça pue. C'est déjà ça. Déjà, bonjour l'embrouille. Je suis même étonné qu'ils le signent pas en Albanie, ou en Bulgarie. Quelle arnaque, monsieur Lacroix. Vraiment, vous crucifiez les habitants de la Wallonie, c'est le cas de le dire. Vous portez bien votre nom. Les Japonais de la Nomura vous prêtent de l'argent qu'ils impriment, eux, au kilomètre. Autrement dit, de la planche à billets, du PQ. Et qu'ils vous prêtent même pas sous droit belge, mais sous droit allemand. Et en plus, ils vous prêtent le PQ, avec lequel, eux, s'essuient les fesses. Ils vous le prêtent à 2,6%. Autrement dit, avec les frais de dossier, 7LM, Cofidis, ça fait du 3%. Plus frais de dossier. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais vous, monsieur Lacroix, vous allez rembourser avec les biens physiques des vallons, les maisons, les terrains, les forêts. Sauf que vous vous en moquez, puisque vous serez mort bien avant. Donc ce ne sera plus votre problème que les vallons soient saignés à blanc avec un taux proche des 3%, et que leurs enfants et leurs petits-enfants, et sans doute même leurs futurs petits-enfants, soient endettés comme ça sur 3 ou 4 générations. Mais c'est dingue. Alors, non seulement la Wallonie est endettée, elle prend un truc sur 100 ans, la Wallonie fait partie de la Belgique, qui elle-même a émis déjà son 3e bon du Trésor sur 100 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Et pourquoi on appelle ça Jeanne d'Arc? Parce que si Jeanne d'Arc avait connu le principe même du bon du Trésor sur 100 ans, elle aurait évidemment pu lever une armée sans problème, elle aurait endetté les Français sur 100 ans, c'est le cas de le dire, et elle aurait pu envahir l'Angleterre. D'où la pertinence de certains instruments financiers. Vous voyez, si Jeanne d'Arc avait connu le bon du Trésor, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je pense que la Belgique ne sera pas du tout ce qu'elle va être d'ici même 50 ans. Parce que là, ça sent la faillite. Donc, lecteur wallon, lecteur belge, voyez comment vos politiques vous vendent aux étrangers, vous, ainsi que le futur de vos enfants et de vos petits-enfants. Remerciez les rois de la monnaie de singe, les Japonais. Tiens, moi aussi, je vais racheter Bruxelles avec mon imprimante Lexmark. Bonne chance à vous, lecteur wallon. Vous êtes maintenant réduit en esclavage. Il vous manque plus que la chaîne. Mais vous avez une chaîne invisible au pied. Merci à monsieur Sargenty, et c'était dans le soir. Voilà, journal belge. Je rappelle que Bruxelles, c'est en Belgique. Et donc, moi, ça me surprend totalement que ils arrivent à émettre des bons du Trésor sur 100 ans. L'Autriche a fait un truc sur 70 ans dans la foulée. Ne vous inquiétez pas. La seule chose, certains grands argentiers voudraient voir l'application de la fameuse doctrine de la dette perpétuelle. Bon. Attends, c'est quoi la dette perpétuelle, c'est quoi? C'est-à-dire un roulement permanent.
C'est un crédit revolving, quoi. Non, c'est un crédit. C'est un crédit revolving. Ouais, voilà. Mais adapté au client particulier qu'est l'État, qui, je vous l'ai toujours dit, est le meilleur placement au monde. Pourquoi ? Parce qu'un État, ça meurt rarement. Oui, c'est bon. Contrairement à un créancier physique. Les Prusses, on a dit ça aux Prusses aussi. Les Prussiens, ils sont morts. Ils sont plus. La République de Venise. Oui, mais ça meurt quand même rarement. Ça meurt rarement par rapport aux habitants. Oui, par rapport aux habitants, ça meurt quand même rarement. Quoi qu'on en pense. Si vous voulez, tant qu'on n'aura pas mis le véritable sujet sur la table, c'est-à-dire comment on brise la cage de fer, c'est-à-dire comment on reprend la liberté monétaire pour tous, et comment on fait la monnaie souveraine, la monnaie pleine, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire comment on reprend ce privilège qui est un privilège étatique, qui est un privilège du pouvoir politique, qui est celui de battre monnaie, quand on reprend ça aux usuriers. Bon, tant que cette question-là n'aura pas été mise sur la table, vous aurez ce type de dinguerie, et croyez-moi, ce sont des gens qui ne manquent pas d'imagination, et qui... Lénine disait qu'ils vendront la corde pour se faire pendre. Ouais. Et ça, mais ils vendront la corde, mais ils vendront le crédit à la consommation pour subventionner la corde. Donc, avec un crédit défaut swap dessus. Et avec un CDS dessus. Dans l'étage de la dinguerie, il n'y a pas de limite. Ah non, donc, ça c'est clair. On voit bien. Voilà. Donc, si vous voulez, ça continuera tant que la véritable question ne sera pas posée. Le problème, c'est que le jeu politique ouest-européen s'articule autour de la notion suivante. Le premier qui part réellement de la monnaie a perdu. Point. Attends, est-ce que le pays émet des bons du trésor à 100 ans ? Ensuite, c'est la région qui émet Ensuite, c'est la communauté des communes. Et puis ensuite, ça va être la municipalité qui va émettre des trucs à 100 ans. Non, mais ça, empiler le conseil de quartier. Parce qu'en plus, quand on vous dit l'endettement de la France ou de la Belgique, on ne parle que de la dette du pays. On ne vous parle pas de la dette des régions, etc. Ou des entreprises, ou des ménages. C'est pas compté dedans. Oui. Donc, non, mais c'est ça. La dette de l'État. C'est la dette de l'État. Enfin bon, voilà. Avant de faire la pause, un moment de détente avec nos amis banquiers. Donc là, c'est Crocodile Dundee. Alors, quand vous êtes dans une banque et que vous avez des millions de clients, vous avez forcément plein de gens qui meurent chaque jour. Normal. Et cela fait des dizaines de milliers de comptes immobilisés, parfois même inactifs. Simplement parce que le décédé n'avait pas de proches pour s'occuper de l'intendance. Mais la plupart du temps, la personne a mis de l'argent de côté pour sa famille afin de l'aider pour les funérailles. Et justement, la banque néo-zélandaise ANZ s'est fait une spécialité de ne pas donner l'argent de l'enterrement aux familles. Parler de vampires, là... Alors, raison invoquée par la banque, il y a trop de morts, on ne peut pas suivre. Donc les gens, excusez-moi, ma grand-mère est morte, je peux pas suivre, quoi. Dernier étage, tout le monde descend. Tout le monde descend au caveau. Tout le monde descend au caveau. Il y a trop de morts, on peut pas suivre, excusez-nous. Laissez-nous un message pour la qualité et l'assurance de votre appel enregistré. Si c'est pour un mort, tapez 1. Si c'est pour autre chose, tapez 2. Mais c'est du délire. Attendez, c'est pas fini. Attendez la suite. Alors, la presse des Kiwis appelle cela un hold-up. Bon, on est d'accord. Alors, elle dit les familles dévastées par la mort se retrouvent avec des factures de plusieurs milliers de dollars, donc pour régler les funérailles de leur famille. Parce que à cause du hold-up de l'une des plus grandes banques de Nouvelle-Zélande, la banque ANZ a même mis en place un numéro 800 pour présenter ses excuses. Il nous faut plus de 30 jours. Ouvrez, je précise, pour régler tous les dossiers de gens qui sont morts, etc., pour rembourser donc les assurances, l'argent qui a été mis de côté pour les funérailles. Voilà. Et donc ils ne peuvent pas traiter parce qu'il y a eu trop de morts. Je vous le fais en anglais, c'est très intéressant. It is taking up to 30 working days to process a request to release money from the accounts of people who have died because of high volumes. J'aime bien le high volumes. La banque a refusé de virer l'argent pour l'enterrement. Le plus hilarant, si je puis dire, c'est que la maman morte de ce client qui, lui, a attendu non pas 30, mais 60 jours. Donc, cette personne décédée, elle avait travaillé 23 ans dans cette même banque. Je vous disais que c'était des vampires, les banquiers. C'est plus fort qu'eux. Même les leurs, vous voyez, même les leurs, ils veulent pas donner l'argent pour les enterrer, alors qu'ils sont de la maison. C'est quand même incroyable. Et donc, c'est son fils qui a hurlé au scandale et qui a prévenu la presse. Parce que s'il avait pas prévenu la presse, l'affaire ne serait pas sortie, bien entendu. Parce que la même banque diffuse énormément de budget pub à ces mêmes journaux et télévisions. Donc, ils vont pas en parler. On va pas se fâcher avec l'annonceur. Tu penses bien. Je rappelle que pour le principe que la Bankers Trust, la banque de la confiance, oui, c'est Trust in Me, les confiances, gardait tout l'argent des décédés californiens sans héritier plutôt que de la donner à la ville de San Francisco. Voilà, j'en parle amplement dans le livre Blind Masters, qui d'ailleurs s'était inspiré du patron de cette même Bankers Trust pour sa stratégie pour refaire les CDS.
Ça s'invente pas. Hein, la boucle est bouclée, comme on dit. Merci à notre lecteur Yellow. C'est-à-dire que les banquiers vous disent mettez de l'argent de côté pour les funérailles, et puis le jour où effectivement la personne est décédée, ah bah non, il y a trop de morts, on peut pas vous donner votre argent. Votre commentaire là-dessus, si vous en avez un, sur les vampires de la AZ Hans Bank. Non, mais de toute façon, ça illustre toujours le même problème. Nous avons laissé, parce que nous sommes entrés dans un monde donc financiarisé, alors l'autre nom de la finance, c'est la grande rente. Faut jamais oublier que c'est un système de rente. Et ceux qui facilitent la rente, ce sont les banques. Nous avons décidé de lâcher la bride à ces gens-là. Nous, en France, on avait un système qu'on appelait un système de répression financière qui permettait de drainer l'argent vers l'industrie et le capital productif. Ça avait été mis en place par le CNR et ça avait été magnifié sous le général de Gaulle. Nous avons démantelé ce système-là, ces gens-là ont pris le pouvoir. Et quand les grands argentiers, quand la grande rente a pris le pouvoir, eh bien les petits escogriffes de ce niveau-là, qui sont des gens qui font quelque chose d'absolument monstrueux, qui étaient la risée qui étaient les hommes qu'on trouvait les pires sur les champs de bataille. Il y a des tas d'écrits sur les guerres napoléoniennes sur ces gens-là, ces gens qui font les poches des morts sur les champs de bataille. Ah, mais dans tous les champs de bataille. Oui, tout à fait. Dans tout le même, c'est un cours. C'est la lie de la terre. Bon. Mais derrière les grands prédateurs, il est normal que ce genre de gens prennent le pouvoir. Mais vous avez raison, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, après la bataille, vous avez tous les mecs qui font les poches des morts. Et il y a dans les batailles napoléoniennes, effectivement, il y avait tout un tas de spécialistes, des femmes en général, et même dans le film Patton, dans l'ouverture du film Patton, les femmes des enfants, absolument, ce sont des enfants qui déshabillent même les morts, qui emportent leurs vêtements, et ainsi de suite, les casques, enfin tout ce qui peut être volé, est volé. Je me souviens d'avoir comparé Black Masters à ces gens qui venaient avec une massue, et je crois que c'était à la bataille d'Azincourt et même après, qui cassaient la mâchoire des soldats pour leur arracher leurs dents en or. Hein, parce qu'à l'époque, Black Masters manipulait le marché de l'or. Donc là, elle était prête à tout pour en récupérer. Et c'était la même chose en grande partie, malheureusement, dans la guerre de 14-18, où effectivement, on n'en parle pas. Mais ça fait partie de la chose. Et c'est vrai, c'est la version moderne. Cette banque néo-zélandaise fait exactement la même chose. Des vautours, des vampires, des tiques. Mais ils sont à vomir. C'était la lie de la terre sur les champs de bataille. Absolument. Il y en a un autre aussi comme ça, c'est le Crédit du Nord. C'est la grande spécialité. Grande spécialité du Crédit Nord, enfin d'autres banques aussi, Société Générale, Sogecap, là. C'est les meilleures victimes au monde. Ils se plaignent plus. Ils sont pas là pour venir taper au guichet. Ils se plaignent plus. Vu l'individualisme de nos sociétés, parfois leur famille les a abandonnés. Ouais. Et quand la famille les aime, elle est trop peinée pour réagir. C'est les meilleurs pros du monde. Quand vous faites partie de ces gens-là, il n'y a rien de mieux. C'est les gens qui se défendent le moins. Moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on n'ait toujours pas réussi à créer à l'échelle nationale, en France, et que les autres pays se démerdent. On parle de régulation bancaire. Non, pire que ça. Parce que ça, c'est un truc que la société civile, même si je déteste ce concept, aurait dû demander depuis longtemps. C'est l'acclimatation des class actions en France pour que, au moins, on ait un lobby d'avocats suffisamment puissant pour s'attaquer à certaines banques. Nous l'avons. Les avocats, par lâcheté, par machin, par ce que vous voulez, ne l'ont pas fait. Et vu les appuis de certaines grandes banques au sommet de l'État, la class action française, c'est pas efficace, parce que dans les textes, on peut mettre ce qu'on veut, mais efficace, parce que le droit anglo-saxon a au moins cette facilité. C'est pas pour demain, et ceux qui devraient se battre pour l'avoir, parce qu'il y a des ronds à se faire, parce qu'ils raisonnent comme ça, c'est nos baveux et nos avocats, ils ne l'ont pas fait. Je pense que même les avocats, en fait, n'ont pas... Ils ont peur du lobby bancaire. Les avocats français sont des poules mouillées à côté des avocats américains, quand même. C'est tout à fait vrai. Ils n'ont pas aussi tout à fait le même... Il n'y a pas le même... Ils n'ont pas le même pouvoir. Bien, écoutez, nous allons faire une pause et vous allez pouvoir découvrir quelques images de Donald Trump, puisque nous allons revenir justement sur la victoire de Donald Trump, mais sous un angle différent, à celui que vous avez entendu maintes fois sur toutes les chaînes de télévision, bien entendu. Nous allons l'aborder sous un angle un peu plus hollywoodien, on va dire ça. I don't need anybody's money, it's nice. I don't need anybody's money. I'm using my own money. I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. Hillary Clinton was the worst Secretary of State in the history of our country. The worst. The world blew up around her. Every single thing that she touched turned to garbage. The entire Middle East in her reign and the reign of Barack Obama went to hell. They all say, fight Assad. Fight Assad. Assad's a bad guy. They're all bad guys. Not too many good guys over there, right? They're all bad guys. I mean, what did we get by knocking out Gaddafi?
right? Nothing. What did we get by knocking out Saddam Hussein? And frankly, in all fairness, there were no weapons of mass destruction. But what did we get out of it? Saddam Hussein killed terrorists. He would kill them immediately. He didn't do it politically correct. He found a terrorist, they were gone within 5 seconds, okay? We're backing people. If they win, they'll end up being worse than Assad, and we'll have spent another $1 trillion on them. Nice and easy, folks. I heard them saying this morning on television, how dare they want to? Donald Trump wants to work with Russia to get rid of ISIS. Yeah, sort of, right? Et nous voici de retour pour la revue de presse. Alors, avec Pierre-Yves Rougeron, l'auteur de la fameuse enquête sur la loi du 3 janvier, que Wikipédia ne veut surtout pas que vous lisiez, que les Américains encore moins, puisqu'ils censurent tout ce qui les concerne. Et nous allons aborder justement la victoire de Donald Trump. Ce qui est fascinant dans la victoire de Trump, c'est qu'il avait toutes les célébrités millionnaires, les banques, les grands patrons de tout Internet, Google, Facebook, YouTube, etc., LinkedIn, enfin bref, la totalité était pour Hillary Clinton. Alors, comme les sondeurs avaient expliqué pendant 6 mois que Trump n'avait aucune chance de gagner, beaucoup de célébrités en profité pour humilier publiquement Donald Trump, soit par des déclarations fracassantes, soit en se mettant ouvertement au service de Hillary Clinton. Et justement, sachez que quand des célébrités, acteurs, chanteurs, vous vous rappelez de ceux qui nous avaient encouragés à voter François Hollande, genre Debbouze et compagnie, hein, vous voyez le changement là, c'est maintenant, c'est ça. Non, il faut pas l'oublier ça, c'est drôle. Quand ils vous demandent de voter à gauche ou démocrate, il y a forcément anguille sous roche. Alors, idem aux États-Unis. Là, je vous donne juste la liste des célébrités que je connais, enfin. Mais il en manque beaucoup d'autres, ça va de soi. Mais la liste vous donne une idée du matraquage médiatique dont a bénéficié Hillary Clinton via rappeur, acteur, chanteur et même écrivain. On a George Clooney, Johnny Depp, Ben Stiller, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Martin Sheen, Lady Gaga, Ice Cube, Will Smith, Spike Lee, Jon Stewart, Shakira, Julianne Moore, Moby, Third Eye Blind, Kathleen Turner, Patricia Arquette, Meg Ryan, Michael Moore, Jane Fonda, Robert De Niro. Robert De Niro a fait un clip absolument épouvantable, où il insulte carrément. Cynthia Nixon, DJ Spooky, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, pourtant elle est anglaise, je comprends pas. Stephen King, Barbara Streisand, Miley Cyrus, j'aime beaucoup Miley Cyrus, Hillary Clinton qui dit votez pour moi parce que je suis une femme et que Trump est un horrible est un horrible misogyne, pardon. Alors que quand on regarde les clips de Miley Cyrus, c'est complètement délire, quoi. C'est vraiment le truc le plus pornographique qui puisse exister. Bref, Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue, n'est-ce pas, Samuel Jackson, Whoopi Goldberg, Diane von Furstenberg, Cher, Madonna, etc. Madonna avait même promis une fellation, si, tous ceux qui voteraient pour Hillary Clinton. Faut aimer les vieux pauvres, hein, mais bon, pourquoi pas. Faut aimer le monde, surtout. Oui, puis oui, mais elle avait fait sa carrière en partie là-dessus, donc bon, c'est quand même incroyable. Certains ont même annoncé qu'il quitterait le pays si Trump était élu. Voilà, donc vous avez un lien pour ça. Alors, même la reine du striptease, Dita Fonteese, celle qui avait fait le striptease pour l'inauguration du siège de Vuitton sur les Champs-Élysées, donc s'y est mise. Pourtant, malgré les millions de fans que tous ces gens ont, eh bien, cela n'a pas empêché le peuple américain, le vrai peuple, de voter pour Trump. Alors, ce que je veux dire par là, Pierre-Yves, votre analyse là va être très très intéressante. Imaginez le score de Clinton sans le soutien de toutes ces célébrités, sans le soutien de toute la presse écrite, sans le soutien de CNN, de toutes les télévisions, sans le support massif des méga-banques et sans, bien entendu, l'aide des grands patrons d'Internet. Alors, regardez juste le principe, Lady Gaga qui est intervenue devant Hillary Clinton, elle s'était habillée en nazi, en Hitler, je sais pas quoi, enfin c'est de genre Michael Jackson, et c'est quand même assez, et elle l'a félicité à l'avance d'être la présidente des États-Unis dans une tenue très nazie. Résultat des courses, ils se sont tous non seulement ridiculisés, mais en plus ils ont perdu la moitié de leurs admirateurs. Avis aux acteurs musiciens losers français qui vont nous demander de voter pour Alain Juppé ou Manuel Valls ou François Hollande lors des prochaines élections. Et en fait, maintenant, ils veulent recompter les voix, etc. Parce que bien que Trump ait plus de voix, on a l'impression que l'élite ne supporte pas le vote du peuple. Attention, on n'a toujours pas le décompte définitif des voix populaires pour les États-Unis à l'heure où nous parlons. Par contre, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, le système d'élection américain est un système par grands électeurs, donc ce n'est pas un système comme le nôtre français. Déjà, on est d'accord. Donc le type de campagne est différent, vu que le
le but, quand vous êtes candidat américain, c'est pas d'avoir le vote populaire, c'est d'avoir les grands États les grands où il y a le électeurs. plus de grands électeurs. Absolument. Donc ça ne fait pas du tout le même type de campagne, ce ne sont pas des campagnes populaires. Or, on a tous les droits de dire que ce système est injuste, tralala. Bon, déjà, je rappelle aux Français qu'ils sont pas américains, donc fondamentalement qu'ils trouvent le système américain injuste et qu'ils aiment pas Trump, tout le monde s'en fout. Déjà. Mais d'une, faut quand même que les gens restent à leur place. La non-ingérence, c'est aussi ça. Deuxièmement, que les États-Unis sont un pays très sourcilleux vis-à-vis du respect de leurs lois fondamentales et de leur constitution. Et que ce système est le système constitutionnel américain. Donc c'est un système qui est peut-être, parce que c'est celui des pères fondateurs, donc qui est peut-être arriéré, peut-être ce que vous voulez, mais il existe comme ça. Donc ça ne sert à rien de dire, oui, mais avec notre système à nous, Clinton aurait été élu. Oui, mais c'est pas votre système à vous. En comptage des grands électeurs, Trump est élu. Il est donc président des États-Unis, ça s'arrête là. Un. Et deux, je l'ai dit dans d'autres occasions et je le maintiens, moi j'ai de l'admiration pour Donald Trump, non pour ce qu'il est, non pour ce qu'il a fait dans sa vie, mais cet homme a vécu un lynchage planétaire. Absolument. Moi j'ai eu des Là, amis j'ai qui jamais m'ont vu ça. appelé, depuis la Pologne, la presse conservatrice polonaise, c'est-à-dire des gens pour qui Trump est un gauchiste parce qu'il est divorcé. Lui cracher néanmoins à la gueule parce que Trump va peut-être nous lâcher et donc nous on va pas pouvoir faire par d'autres la guerre qu'on aimerait voir contre les Russes. Donc c'est-à-dire ce que M. Attali appelle l'hyperclasse parce qu'il aimerait en être le ménestrel, toute l'hyperclasse mondiale a craché sur cet homme. Moi, j'avais eu une expression là-dessus, j'ai dit Poutine, quand il se balade sur la place rouge, personne vient l'emmerder. Alors que Trump, les ennuis pour lui commencent en bas de la Trump Tower. Et donc, il a pris un lynchage planétaire, si vous voulez, avec des trucs, on a dit, alors la presse française, alors là, est-ce que vous savez qu'il avait plus de psychopathologie qu'Hitler? Moi, Ah oui, quand même. Ah oui, quand quand même. même. Là, ça va être dur de voler plus haut, déjà. C'est clair. Donc, Hitler, on a dit des tas de trucs, etc. Alors, en plus, les cultureux s'y sont mis, alors les acteurs, etc. Les féministes? Bon, les féministes. Je rappelle quand même que, la femme de Bill Clinton, en termes de droits des femmes, Bill Clinton, c'est pas top non plus. Je le rappelle quand même. Non mais, et puis surtout, vous avez eu, alors les publics serviles, le pire, les Afro-Américains, les Clinton ont détruit par le libre-échange tout le système industriel qui avait donné aux Afro-Américains l'emploi après la Seconde Guerre mondiale et donc leur pouvoir politique qui permettra le mouvement des droits civiques. Les Clinton ont détruit ça, et bien ils sont quand même allés voter à 92% pour elle. Alors bon, les cultureux, c'est-à-dire des gens qui ne voient pas que l'Amérique est en ruine d'un point de vue institutionnel, 100 millions de personnes en dessous ou de l'emploi, 60 millions d'illettrés au 2 degrés. 48 millions qui vivent de tickets. 48 millions qui vivent de tickets et de rationnement. Donc à un moment, et le pire c'est que nous on va avoir les mêmes. On va avoir les mêmes en 2017. Ne faites pas le jeu de... la gauche castor, quoi. La gauche qui fait barrage. Mais BFM vous a expliqué que mathématiquement, Hillary va gagner. Non mais, et surtout, il faut se repasser. Moi, j'ai eu plusieurs membres de mon équipe qui ont passé la nuit dans le truc. Il fallait se repasser quand ils ont vu que Trump avait gagné. Il y en a qui ont chialé physiquement. Il paraît qu'il y a eu des gens qui sont tombés dans les vapes à la soirée électorale de Sciences Po Paris. Non mais, jusqu'où va la soumission? Ils sont même pas concernés. Ils auraient aimé que ce soit elles qui tiennent la laisse. C'est-à-dire ce sont des clébards qui veulent choisir la couleur de la laisse pour la promenade. Et le pire, c'est que ça ne peut que les enrager. Parce que la récompense de l'esclave, c'est le surcroît de servitude. C'est la seule récompense pour un esclave, c'est de se prendre un coup de schlag en plus. A priori, ils aiment ça. Et une large part de l'élite française adore être dominée, et la seule chose dont elle se plaint, c'est d'avoir un peuple qui, lui, ne veut pas être dominé. On l'a vu en 1940, 1941, 42, 43. Non mais vous inquiétez pas, alors là pour le coup, vous inquiétez pas, qui que ce soit qui nous attaque, leur collaboration est toute acquise. Donc on peut faire une opération France porte ouverte, y a pas de problème. Et alors, votre analyse sur le fait que l'élite, là, justement, fait tout pour ne pas accepter le vote du peuple, c'est ça il y avait eu un très très bon bouquin du seul journaliste français... Aux éditions Fakir. Non. Alors, je n'en ferai pas le même coup. Je n'en ferai pas le même coup. Le coup de la planche avec nous. Mais, non, il y avait un très bon bouquin fait par Berkoff, qui lui était allé voir Donald Trump. Il avait réussi à obtenir 30 minutes avec Donald Trump, et Trump lui dit quoi? Je ferai sortir les abstentionnistes. C'est le seul moyen de gagner. Tout le monde disait, pas possible. Il l'a fait. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Pourquoi il déteste Trump autant? Berkoff l'a très bien souligné. Parce que c'est l'un des leurs. Et parce qu'il les a trahis. Parce que Trump, quand il faisait de la télé-réalité, on disait, oh, c'est un gros plouc, il fait de l'argent. Bon, ok. Puis d'un seul coup, il les trahit. Il les trahit pourquoi? Parce que il a, sur le papier, là je dis encore, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais sur le papier, il s'est fait élire sur « je vous redonnerai des frontières, je vous redonnerai la fierté, je virerai... je ramène le boulot. Je vous donnerai du travail,
je protégerai notre industrie, donc protectionnisme, et je virerai les clandestins qui sont là. Je rappelle que c'était sur ça que s'était fait élire Roosevelt. Parce qu'on dit toujours, le New Deal, c'est généreux. Oui, mais dans le New Deal, il y a les clandos dehors. Ce qu'on oublie aussi. Tout oublie. Et là, on se dit, il nous a trahis. Alors au début, c'était marrant. Il était sûr de pas passer. Et Oui, puis, au primaire, on lui donnait 0,3% comme ce qu'a obtenu le maire. non, c'est Copé qui l'a eu. C'est Copé, pardon. Non, Copé. oui, mais c'est un exploit, parce que Copé, au moins, peut remercier par SMS tous ses soutiens. Bravo, monsieur Copé, vous avez fait très fort. Et Trump, par une stratégie qui rappelle un peu ce que Staline avait fait, la stratégie du salami, il s'est attaqué adversaire par adversaire. Il s'est attaqué à Ted Cruz d'abord, ensuite à je sais plus quel autre, etc. Il les vise un par un. Et après, c'était Crackle, Hillary, l'escroc Hillary, l'escroc Hillary, l'escroc Hillary. Il a fini par l'avoir. Bon, très bien. La réaction normale, si nous étions un pays souverain, c'est « Monsieur Trump est élu, donc acte ». Là, on chiale. Ils n'ont pas fini de chialer. Hein. Non, continue. On a vu même des manifestations à Paris, en quoi ils sont concernés, mais bon. Les amis de Monsieur Soros. Soros paye, non, c'est $15 de l'heure. Hein, c'est les Sorosites. C'est-à-dire que la France est tellement peu souveraine qu'on est un pays de merde d'Europe de l'Est. Pour que Soros puisse se permettre ici de faire défiler ses figurants. 200. Ouais, mais dans un pays normal, ça veut dire toutes les ONG soutenues par Monsieur Soros, donc Bondi Blog, tous ces trucs-là, etc., fermées dans la journée et dehors. Tous les pays normaux font ça, et je rappelle que cette loi-là qui a été prise, c'est vrai par la Chine, c'est vrai par Poutine, mais cette loi-là, comme base, elle est américaine. C'est la loi anticommuniste, qui est toujours en vigueur aux États-Unis. Je mets au défi quiconque de faire une ONG et de venir se pointer sur sol américain pour y foutre le bordel. Je souhaite bien du plaisir. On est d'accord. Alors justement, j'en profite pour saluer le prince Al-Walid Ben Talal Ben Abdelaziz Al Saoud. Ou plus simplement, le prince Al-Walid, milliardaire saoudien, qui a conseillé au loser Trump, sur Twitter, d'abord, à l'époque, hein, au début, hein, quand il s'est présenté, d'abandonner la partie puisqu'il n'avait aucune chance. Alors, il a peut-être du pétrole, le Al-Walid, mais il n'a pas d'idée. Mais il n'a pas grand-chose dans le cerveau. Tout comme François Hollande, Manuel Valls ou l'ambassadeur de France, Gérard Haraud. On en a parlé tout à l'heure. Alors lui, c'est vraiment le gros crétin parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il a tweeté. Après le Brexit et cette élection, tout est désormais possible. Un monde s'effondre devant nos yeux. Waouh. Faut oser quand même. Hein. Le mec est ambassadeur de France. Hein. C'est la voix de la France, a priori. Non, mais non, mais il ne perdra pas son emploi. Il doit être certainement énarque ou un truc comme ça. Ouais, non, mais le problème est là parce que moi, j'ai rien fou. Je suis français, donc j'ai pas à aimer Trump. Et de toute façon, Trump s'en fout que les Français l'aiment. La seule chose, c'est qu'un ambassadeur, c'est la voix d'un pays. Bon, il n'a pas été mandaté pour faire ça, donc dehors. Voilà. Là, les pays qui marchent font ça. Sinon, il y a nous. Bon, voilà. Okay. Alors, il y a le rédacteur en chef de New York Times qui a présenté ses excuses le lendemain au lecteur en disant que en fait ils n'ont pas été sur le terrain, qu'ils ont mal apprécié la colère du peuple américain. Je trouve ça absolument extraordinaire. Le New York Times, le rédacteur chef du New York Times, qui présente ses excuses en disant en fait on n'a rien foutu. On a été des branques. On a été des branques, on n'a pas été sur le terrain, on a fait campagne pour Hillary et pas du tout pour Trump. On n'a pas réalisé l'étendue de la colère du peuple américain. C'est extraordinaire. Alors que nous-mêmes on le voyait venir de Paris, quoi. Bien sûr. Mais c'est vraiment tout à fait extraordinaire. À ma connaissance, aucun pays occidental n'entend faire respecter par peur de la presse tout ce qui est charte de Munich, etc. Les journalistes sont aujourd'hui la seule profession qui n'est pas responsable en termes de déontologie. Bon. Il n'y a pas que, il y a le juge aussi. Hein. Les juges, pareil, ils sont responsables de rien. Hein. Parle pas sur l'ensemble judiciaire. Non, mais Pierre, pas sur l'ensemble de l'Occident. Il y a qu'en France que les magistrats se permettent ça. Hein. Le juge britannique, il doit être plus professionnel que ça, parce que il peut déchoir et déchoir de haut. Mais par contre, le journaliste, je connais pas un seul pays aujourd'hui, États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest, qui arrive à faire respecter la déontologie de la presse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que George Soros ensuite a organisé des manifestations anti-Trump pendant 4 jours. Ceux que la police a arrêtés, en fait, ils se sont rendus compte que 60% des manifestants venaient d'un autre État que de celui dans lequel, là où ils étaient, et qu'en fait, ils étaient payés par certaines organisations Soros à raison de $15 de l'heure. C'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on sait que quand il y a eu des bagarres lors des discours électoraux de Trump, toutes les bagarres ont été créées en fait par des manifestations payées par Soros, qui venaient foutre le Capharnaüm dans les meetings. C'est quand même, moi je trouve ça fascinant que cette élite refuse la voix du peuple. C'est du jamais vu, c'est nouveau.
c'est même nouveau. On le voit d'ailleurs en France. On l'a vu lors des élections régionales, on l'a vu l'année dernière au mois de décembre. D'un coup, toute la presse, vous vous rendez compte, les Français ont voté pour Marine Le Pen, etc. Enfin, c'est un vrai scandale. Pour faire barrière au peuple, surtout, le peuple n'existe pas. Ça va se finir comment, à votre avis? Ça continue comme ça avec la presse et une Assemblée nationale qui n'est pas représentative? Au mieux, de l'intérieur du système, va venir une force qui va dire, écoutez, on ne peut pas... C'était par exemple, lors des primaires UMP, c'était un peu le rôle de Poisson. Quand Poisson disait, attendez, la diabolisation du Front National, va peut-être falloir qu'on arrête les conneries un jour, il représente quand même un tiers de l'électorat exprimé maintenant, et ils ont pris 10 points depuis les 5 dernières années. Quand les gens votent, alors certes, quand les gens votent, l'électorat exprimé, j'ai pas dit l'électorat total, il y en a 30%, ils sont pour le Front, donc bon, à un moment, et de l'intérieur du système, vous allez avoir des gens qui vont dire, bon, il faut en prendre acte. Et là, ça peut apaiser la situation, sinon à terme, ça posera un problème de sécurité publique. Ça posera un problème de sécurité publique. Combien de journalistes... Si ce que je dis est délirant, alors qu'on m'explique pourquoi beaucoup de journalistes aujourd'hui demandent à être protégés quand ils sont au contact de la population. Qu'on m'explique... Non mais... C'est vrai, qu'on m'explique pourquoi le budget du service de protection de notre personnalité aujourd'hui explose, parce que M. Aymeric Caron demande des flics, M. Laurent Wauquiez me demande des flics... Aymeric Caron demandait des flics. À l'époque où il était, avant d'être remplacé par Yann Moix, maintenant où il fait Top Chef pâtisserie, bon là il risque moins, il ne prendra pas le même type de tarte. Yann Moix, je crois qu'il a des flics, BHL a exigé des flics. Yann Moix a des flics? Je crois, oui. En tout cas, il les a demandés, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il les a obtenus? BHL, il les a demandés et obtenus. BHL d'ailleurs qui nous a expliqué pourquoi Trump allait perdre. Non, mais c'est une boussole sud, Béchamel. Dès qu'il se pointe quelque part, comme dit Eric Zemmour, dès qu'il se pointe quelque part, file de l'autre côté, tu trouveras quelque chose. Non, mais c'est une boussole sud. Et puis les flics sont excédés d'avoir à protéger les petits marquis. Parce que ça, c'est vraiment du niveau fin de l'ancien régime, garde, disposez, les gueux au cachot. Saisissez-vous d'eux. Voilà. Disposez. Bon, à un moment, ça va mal se terminer. Déjà parce que les flics en ont marre. Ah, ça c'est clair. Les services de protection de personnalité n'a pas été créé pour ça. Je rappelle qu'en pleine guerre d'Algérie, là où il y avait des risques, le général de Gaulle avait 4 gardes du corps, ce qu'on appelle historiquement les 4 gorilles, toujours les mêmes, dont d'ailleurs un est toujours instructeur de tir au stand de la police nationale, très grand monsieur, et aujourd'hui vous avez une garde prétorienne. Sarkozy avait fait monter la garde de l'Élysée à plus de 2000 hommes, vous imaginez, au moins une fois ils se sont pointés chez moi à Mortagne-au-Perche, il était venu avec 600 flics, il y avait plus de flics que d'habitants. Et puis Hollande, maintenant, il s'est barricadé. Je veux dire, le soir, tout est fermé autour de l'Élysée. Mais mieux vaut pour lui. Ouais. Mais vaut pour lui. Quand De Gaulle allait acheter ses timbres et remonter l'Élysée, il était ça, là. J'ai oublié de vous poser la question. Votre analyse sur Fillon, suite à ses victoires? Alors, tout le monde dit, ça y est, c'est une révolution, etc. Non. L'électorat poujadiste, c'est-à-dire CSP+, vieux, vaguement catho, on est d'accord, pour avoir la peau des fonctionnaires, est allé voter pour l'un des siens. Voilà, point. Le peuple n'y est pas allé, les jeunes n'y sont pas allés, les classes inférieures n'y sont pas allées, les classes populaires n'y sont pas allées, le bas de la classe moyenne n'y est pas allé à la primaire UMP. Ça prouve quoi? Il n'y a que les cadres supérieurs qui ont Voilà, c'est-à-dire, tout le monde dit, il a piqué de l'électorat Marine Le Pen. Non, c'est faux. C'est faux. Le peuple n'y est pas allé, donc l'électorat classique de la droite patronale est allé voter pour l'un des siens. Oh, la révolution! Et elle a préféré le bon libéral neuneux, parce que alors, lui, je sais que c'est monsieur le patron du groupe de Bilderberg, monsieur de Castries, qui a écrit le programme. Il va falloir quand même qu'il prenne ses gouttes, parce que non mais faut prendre les gouttes. De Castries, ça castre. Hein, voilà. Non mais il me dit, on va faire. Ça coupe le budget. Moi, mon héroïne, c'est Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, elle avait la souveraineté monétaire. Bon, et elle a dévalué la livre pour faire tout. Vous pouvez pas à la fois faire l'austérité et l'euro. Ça s'exclut. Sinon, Thatcher a détruit toute l'industrie automobile anglaise. Faut peut-être jamais l'oublier. Non mais attendez, il n'y a pas que ça qu'elle a détruit. Mais il n'y a pas que ça. Mais par contre, il serait réellement thatchérien, il voudrait sortir de l'euro. Tous les thatchériens en Grande-Bretagne étaient aux côtés de Nigel. Bien sûr. Bon, point. Alors à un moment, faut arrêter de. Ou alors peut-être que François Fillon ne connaît pas la vie politique d'outre-Manche. Peut-être qu'il ne connaît pas les bases de l'économie. Bon, ça expliquerait le rôle de butoir de porte qu'il a eu auprès de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, dont il assume, je rappelle, l'entièreté du bilan du premier au dernier jour. Tout à fait. Bon. Cela dit, dans son livre, il met tout sur le dos de Sarko. Hein. Ah oui, mais Monsieur Buisson, par exemple, qui n'est pas un ami de Monsieur Sarkozy, lui met pas mal de trucs sur le dos, parce qu'il faut lire le livre de Patrick Buisson sur les pages sur Fillon. Elles sont intéressantes. Alors, moi je veux pas être méchant, mais il a inauguré quoi, Fillon, pendant qu'il était Premier ministre? Des fermetures d'usines et des mosquées. Faut quand même s'en rappeler. Je rappelle que, mis à part la mosquée de Paris, aucun président, alors à l'époque c'était président du Conseil, mais aucun Premier ministre n'a ouvert de lieu de culte sur la Ve République, sauf lui. Et il n'a pas ouvert d'église, il n'a pas ouvert de synagogue. Donc je vous laisse vous dire ce qu'il a ouvert. Il a ouvert des quartiers sensibles. Il a ouvert
des zones de sensibilité, d'expression de la sensibilité. C'est pour pleurer à chaudes larmes. Voilà. Donc, moi, François Fillon, alors peut-être peut-il se révéler, le patriotisme peut toucher n'importe quel homme, pour l'instant, je suis pas convaincu. D'accord. Alors, pour terminer cette revue de presse, on va donner quelques nouvelles de nos amis banquiers. Le directeur général de la fameuse banque suisse UBS, l'Union des banques suisses, donc c'est a commenté la chute des bénéfices de 60% de son établissement pour l'année. Je sais pas si vous réalisez, Pierre, chute de 60%. Et il met cela sur le compte des taux négatifs qui ont pris l'Europe d'assaut grâce aux dizaines de trilliards d'euros, yens et PQ dollars imprimés depuis des années pour remonter les places financières au cric. Sergio Ermotti en veut au taux négatif de la Banque nationale suisse. Il pose la question, les banques centrales ne sont-elles allées trop loin ? Alors, il dit non, Sergio, elles ne sont pas allées trop loin, elles sont carrément parties sur la planète Mars, histoire de lui apporter des liquidités. Donc, le reporter suisse explique que la Banque centrale suisse prélève 0,75% sur tous les montants déposés chez elle, ce qui, sur plusieurs milliards de francs suisses et autres papiers monnaie PQ, fait quand même une belle somme retenue. On peut ainsi dire que les seuls qui s'enrichissent avec les taux négatifs, eh bien, ce sont les banquiers centraux. La conclusion qu'on peut en tirer est que si l'UBS est à moins 60, imaginez ce que ça doit être dans les autres banques. Crédit Agricole, Société Générale, BNP, Caisse d'épargne, et ainsi de suite. Elles sont toutes, par définition, à moins 30, moins 40, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, avant les vacances de Pâques, en général, c'est comme ça, c'est au moment de Noël, il y aura des licenciements massifs dans toutes ces banques. Alors, voici ce qu'il a rajouté, monsieur le PDG de l'UBS. Il dit, les gouverneurs des banques centrales sont tombés sur leur tête. Qui aurait imaginé un banquier suisse parler d'un taux négatif, par définition une aberration, un non-sens. C'est comme si, au lieu d'être payé par votre patron, vous payez votre patron avec vos deniers, sous prétexte qu'il vous permet de travailler dans son entreprise. Donc, puisqu'on est dans les banques, et on va terminer ensuite avec l'apocalypse de la planche qu'on avait pressenti d'une certaine façon, n'est-ce pas, tous les deux, non, mais authentique, là, tous les spectateurs sont là, ça a été vu à plus de 100 000, je crois, plus de 120 000, quelque chose de ce goût-là. Je vais vous donner, donc c'est la nécrologie, on a une rubrique nécro, c'est normal. Alors, figurez-vous que aux Seychelles, donc dans l'hôtel le plus luxueux des Seychelles, c'est genre 2000 € la nuit, je vous le donne de tête. Il y avait 2 sœurs qui étaient en vacances dans cet hôtel. Et alors cet hôtel a la particularité de mettre à votre disposition plusieurs domestiques. C'est-à-dire c'est un peu comme à Hong Kong. Moi j'ai eu ça à l'époque dans un hôtel de Hong Kong. Il y avait j'étais le premier surpris, il y avait un domestique qui dormait devant la porte. Donc c'est une tradition chinoise. Enfin bon, c'est surprenant au départ. Voilà. Et aux Seychelles, donc dans cet hôtel, vous avez un domestique ou même plusieurs à disposition 24 heures sur 24. Il y a des caméras de surveillance. Il y en a plus que dans une banque. Bref, c'est le truc pour les plus riches de la planète, pour passer leurs vacances. Et 2 sœurs travaillant pour la JP Morgan, c'est l'un de nos lecteurs qui était juste dans un hôtel à côté, qui nous donne des explications. Alors, les 2 sœurs sont mortes, l'une d'un œdème des poumons et l'autre d'un œdème du cœur, ou un truc comme ça. Enfin, 2 œdèmes différents. Alors, elles avaient quand même 20 ans d'écart, ou 15 ans d'écart. Mais elles sont subitement mortes dans leur chambre, malgré la présence des domestiques, dédiés exclusivement à leur service, bien entendu, et malgré la présence de toutes les caméras, parce que soi-disant, elles étaient ivres. Je ne savais pas que quand on était ivre, on meurt tout de suite d'un œdème. Mais bon, elles sont à la JP Morgan. À la JP Morgan, il se passe toujours des choses bizarres. Donc, vous le savez. Bref, alors il dit, notre lecteur, monsieur Malia, il dit, j'étais moi-même aux Seychelles cet été, peu de temps avant leur mort. En effet, le Maya est un hôtel particulier puisque c'est l'hôtel le plus cher de l'archipel. C'est ultra luxe avec des domestiques et personnels à dispo 24 heures sur 24, c'est ce que je disais. Il dit, il y a des gardes à toutes les entrées 24 heures sur 24, même la nuit, des caméras partout, du personnel présent tout le temps, de jour comme de nuit. Je n'imagine même pas comment cet hôtel qui doit être sécurisé, comment ça a pu arriver que le personnel puisse laisser 2 femmes qui manifestement étaient un peu ivres s'écrouler comme ça, le laisser mourir dans leur chambre. C'est un peu comme mon enquête à la Montepasquier de Sienne. Et en plus, il dit, il ne faut pas perdre de vue que les Seychelles, c'est un paradis fiscal dont se servent beaucoup les Émirats du Golfe Persique ainsi que les riches du continent africain. J'ai pu voir l'île artificielle de Eden Island qui a été conçue pour investir dans des maisons à 4 millions de dollars pièce. En gros, c'est pour blanchir l'argent en prétextant l'achat d'une villa. D'ailleurs, sur le port qui joue de cette île, il nous dit il y a beaucoup de yachts battant pavillon qatari ou de Dubaï.
Dubaï est très lié aux Seychelles depuis quelques années. Ils ont même ouvert une ligne aérienne régulière avec les Seychelles grâce au rapprochement de Air Seychelles et Emirates. C'est évidemment pas innocent non plus. L'argent caché, ça crée des liens. Et moi, je précise donc que cet hôtel, effectivement, affecte un serviteur domestique, un minimum, à chaque chambre, 24 heures sur 24. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins 2 qui tournent, voire 3, qui doivent faire les 3 fois 8. Voilà. Donc c'est 2 sœurs de... Il y en a une qui était trader et une autre gestionnaire. Elles sont mourues. Et alors, une semaine plus tard, donc c'est James Starkey, banquier financier anglo-australien, donc qui est à Catalyst. Alors qu'il exécutait une mission de 2 mois à Johannesburg, il a été retrouvé mort, attaché et salement amoché dans sa suite luxueuse du Raphael Penthouse Suite. Ils disent que c'est traité comme un meurtre. Alors c'est sûr que se suicider avec les mains attachées derrière le dos, on en a connu quelques-uns pendant voilà, mais c'est pas un dossier facile à classer en suicide. C'est un peu comme la Montepaschi de Siena, David Rossi. C'est du contorsionnisme. C'est ce qu'a fait David Rossi, hein. Il a fait un double sac. Alors qu'il a déjà été assommé, hein, il a un trou comme ça derrière la tête, mais il a quand même la présence d'esprit, c'est le cas de le dire, de sauter en arrière sans faire de mauvais jeu de mots. Voilà, paix à son âme. Alors, il a été torturé avec des liquidités, le mec. Attends, non, mais je plaisante pas, des liquidités. Il a été arrosé d'eau bouillante avec... Ah oui. Pas de la liquidité financière, mais de l'eau bouillante, véritablement. Et alors, figurez-vous qu'il était justement, avant, il a fait une partie de sa carrière à la JP Morgan. Alors, ça fait beaucoup de mourus hein, à la JP Morgan. Je confirme que cette banque a beaucoup trop de cadavres maintenant dans son placard, pour être honnête. Voilà, donc vous avez tous les liens pour aller voir ce banquier qui s'est suicidé. Et puis ça va être horrible. Il s'est suicidé avec son agrafeuse, quoi. Hein non, et puis ça va être horrible, parce que si on fait le lien avec la dépêche d'avant, ils vont mettre combien de temps à donner le nécessaire pour l'enterrement là. Mais attendez, Pierre-Yves, vous avez oublié le cas du banquier de la Deutsche Bank. Hein, parce que tout à l'heure vous parliez de l'aisse du chien, mais le banquier s'est suicidé avec la laisse de son chien. On l'a retrouvé pendu avec la laisse de son chien. Déjà pour s'accrocher un seuil de porte, déjà il faut se lever de bonne heure. Hein. Enfin c'est quand même élaboré. Hein. Il y a une certaine forme de poésie quand même. Non mais puis surtout ce sont des amateurs de difficultés. C'est pas pour rien, c'était les meilleurs des meilleurs. Je dis toujours, le secret bancaire, c'est pas du tout ce que vous croyez. Le secret bancaire, c'est le secret sur toutes les escroqueries bancaires. Hein, voilà. Hein, c'est pour l'omerta bancaire, pour que les banquiers ne disent rien. Et voilà. Et mon cher Pierre-Yves, je vous ai gardé le plus beau pour la fin. Alors, vous avez tout ça sur quotidien.com, on va pas tout faire. Pierre-Yves et moi, on est partis en vrille il y a 2 mois, 3 mois, il y a à peu près 3 mois, sur une histoire de dette, aux éditions Fakir, en disant qu'il fallait s'allonger sur la planche à clous pour se débarrasser de la dette. Eh ben, figurez-vous que c'est arrivé. Oh non, mais c'est en ce moment même, chers spectateurs, je vous assure. Alors, que s'est-il passé en Inde ? Je vous fais simple. Imaginez, par exemple, en France, demain, Fillon, ou même Hollande, pourquoi pas, tiens, allez, Hollande, dit, avec le gouverneur de la Banque de France à ses côtés, pour résorber la dette et pour empêcher les gens d'acheter, enfin, c'est surtout pour empêcher les Indiens d'acheter de l'or, parce que c'est les plus grands acheteurs d'or du monde, et c'est eux qui font remonter systématiquement, avec les Chinois, absolument, le cours de l'or, malgré l'opposition de la Fed et toutes les magouilles qu'on connaît. Pour empêcher les Indiens d'acheter de l'or. Monsieur Modi, ça s'invente pas, Monsieur Modi. Hein. On a eu Monsieur Trichet, on a eu Monsieur Noyer, on a Monsieur Panicos. Voilà. Non, mais Monsieur Modi, donc Premier ministre indien, a dit « Je supprime, vous avez exactement 3 semaines pour rapporter à la banque vos billets de 20 € et vos billets de 50 € qui ne sont plus valables à partir de maintenant. » Ce qui fait que, du jour au lendemain, parce que là-bas, en Inde, il y a quand même une majorité de pauvres, tout le monde le sait, et donc tous ces gens vivent, 95% de la population vit avec du liquide, d'accord ? Ils mettent tous leurs billets de banque avec Gandhi dessus, dans des boîtes à café, etc., enfin comme nos grands-mères il y a 70 ans. Donc ils ont toutes leurs économies en cash chez eux. Il y a que la caste élevée qui a des comptes bancaires, etc. Mais tous les pauvres, et les ultra pauvres et les ultra pauvres sont tous au cash. Donc, bien entendu, ça a créé un chaos. Même encore aujourd'hui, il y a des files de plusieurs centaines de mètres devant chaque agence bancaire pour changer l'argent. Mais voici le pire. Le Premier ministre indien a dit, voilà, vous allez rapporter 4 000 € en liquide de billets qui ne sont plus valables. Eh bien, si vous ne pouvez pas justifier la provenance de ces 4 000 €, on vous prend tout de suite la moitié, parce que vous ne pouvez pas le justifier. Donc, c'est du cash, c'est du black.
hein, donc vous n'avez pas déclaré vos impôts. Et ensuite, on vous garde des 25% autres pendant 4 ans. Hein, on le garde par devers nous et puis on vous le rendra dans 4 ans. Autrement dit, vous vous retrouvez avec, on va dire, je sais pas moi, 4 000, 10 000 euros de billets de banque en 20 et 50 euros. Vous le rapportez à la banque, ils vous prennent 75% que vous ne reverrez pas. C'est la plus grand vol de l'histoire du monde qui se passe en ce moment, et c'est pour empêcher, parce que là c'est vraiment ça, c'est pour empêcher que la dette de l'Inde s'accroît, parce que les Indiens, parce que c'est dans leur culture depuis 3000 ans, ils achètent de l'or en permanence. Les Indiens le gardent très peu, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont un peu de suffisamment pour acheter une pièce d'or, etc., où leurs femmes sont recouvertes d'or, parce que c'est leur culture. Hein, si madame n'a pas sa ceinture en or avec toutes les pièces autour, on va dire qu'ils ont raté leur vie. Je résume un peu ça. Donc c'est le plus grand braquage. C'est pire que ce qui s'est passé à Chypre. Donc, mon cher Pierre-Yves, on est parti en vrille, on ne savait pas, mais on annonçait le futur, tous les deux. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, on a plusieurs lecteurs qui vivent, donc c'est ça qui est génial avec la revue de presse, c'est qu'on a nos lecteurs qui sont installés un peu partout dans le monde, et on a un lecteur, on en voit plusieurs, là par exemple, on a un autre lecteur, Arnaud Lemaître, qu'on remercie, il dit voilà, je vous envoie deux coupures de presse du Daily Times et du Chennai, alors c'est du Tamil Nadu, et il dit la lecture de ces 2 articles vous intéressera parce que on apprend que l'argent liquide et les fonds qui ne peuvent pas être justifiés seront taxés à 50% et la moitié du restant, c'est-à-dire 25%, sera bloqué sur 4 ans en banque. Il est intéressant de vivre ce type d'événement, bien que les billets devenus sans valeur après l'annonce du 8 novembre restaient échangeables en banque jusqu'au 31 décembre, pour ainsi dire, aucun commerçant ne les accepte. C'est fini. Un vrai drame pour la population qui l'a très mal vécu. Certains réclament la tête de celui qui n'était qu'un vendeur de thé, l'actuel Premier ministre Narendra Modi. Les plus pauvres, vivant en race campagne, sans carte d'identité, sans compte en banque, sont évidemment les plus lésés dans l'affaire. Ce sont les pauvres, ils volent les pauvres. C'est incroyable. Dès que les politiques ont du pouvoir, c'est plus fort qu'eux. Et bien entendu, là, il n'y a que les riches, parce que les riches, ils l'ont vu venir. Alors, à ce jour, la situation reste chaotique, nous dit Arnaud. Pour la classe moyenne, il a été impossible de retirer de l'argent durant 15 jours. Chypre. Mais moi, je vous rappelle, chers spectateurs, lecteurs, que la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'interdire, enfin, c'est un accord, on va dire, imposé aux Allemands, de ne plus imprimer de billets de 500 euros, de ne plus imprimer de billets de 200 euros, parce que ça favorise le marché noir, parce que ça favorise les trafiquants de drogue. Bon, bien. Donc déjà, nous sommes en train de vivre la même chose en Europe. Progressivement, la suppression des grosses coupures. Aujourd'hui, si vous allez au supermarché du coin et que vous payez avec un billet de 100 euros ou avec un billet de 200 euros, vous êtes tout de suite suspecté. Vous avez la caissière qui se lève, qui part à la caisse centrale, où vous avez toute la sécurité qui va examiner votre billet. Autant dire que vous comprenez la leçon, vous n'avez pas envie d'attendre une demi-heure à la caisse. À chaque fois, vous refusez les billets de 100 euros ou 200 euros. C'est arrivé à plein de gens autour de moi. Ça vous est certainement arrivé aussi. Voilà, donc la même situation est en train de se faire en Europe. On supprime toutes les coupures. Plusieurs économistes de Harvard, hein, vous les connaissez aussi bien que moi, ont demandé la suppression du billet de 100 $. C'était il y a 6 mois, on en a parlé ensemble, je crois. Il me semble qu'on l'avait abordé ensemble dans une revue de presse précédente. Donc imaginez, même les économistes demandent la suppression du billet de 100 $ aux États-Unis et même le billet de 50. Donc ça veut dire que on va y venir et que là, vous êtes en train de voir ça en action en Inde. Donc là, c'est Chypre puissance 1000, quoi. Alors, il dit, donc, il était impossible pour la classe moyenne de retirer de l'argent aux distributeurs durant 15 jours, car les distributeurs étaient dévalisés dès qu'ils étaient réapprovisionnés en billets de 100 roupies uniquement. Donc, il n'y avait que des billets de 100 roupies. Sachant que sont devenus sans valeur les billets de 500 et 1000, qui constituaient, écoutez bien, 88% de la masse monétaire en circulation. 88%, ce qu'on appelle le M1. Donc, nettoyer 88% de toute la monnaie, les milliards en circulation, terminé, il n'y a plus. C'est la planche à clous. C'est triste pour eux, hein, malheureusement, mais... Alors, juste après l'annonce, il n'était en tout et pour tout impossible de retirer plus de 4000 roupies par personne. Vous avez droit à 2 billets tout neufs de 2000 roupies chacun, sans qu'il soit possible de faire vos courses à moins de les dépenser en totalité. Et très vite, donc, il s'est avéré qu'il n'y avait pas assez de billets de 100 roupies pour tout le monde. Et les billets de 500 n'ont été distribués qu'il y a 2 jours seulement.
Vous vous rendez compte? Donc c'est une catastrophe. C'est la plus grande catastrophe monétaire, c'est du jamais vu dans l'histoire mondiale. Même en Yougoslavie, Milosevic n'avait pas osé faire un truc pareil. Il en a fait, hein, je raconte dans le livre 666, hein, relisez-le, parce que là, vous voyez, là, c'est le livre 600, mon livre. Alors là, il est en action, c'est incroyable, parce que c'est techniquement empêcher les gens d'acheter de l'or, et en même temps, on vole toute la classe moyenne, on vole tous les pauvres, on prend toute l'or, et seuls les riches s'en sortent. C'est absolument invraisemblable. Et je me souviens d'une information qu'on avait donnée ensemble il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. On avait vu que le gouvernement indien essayait de forcer les temples indiens hindous qui sont très très riches, parce qu'ils sont recouverts d'or et parce que à l'intérieur ils ont entre 50 et 100 kilos, parfois même beaucoup plus, des tonnes d'or qui stockent là depuis des centaines d'années, hein, je veux dire depuis même 600 ans des fois. Donc les ordres religieux indiens sont extraordinairement riches en or. Et bien entendu, ils ont refusé de donner leur or à la Banque centrale en échange de PQ. Eh bien, vous avez vu la grande décision, pilotée par, bien entendu, il doit être conseillé par les gens de la CIA, comme d'habitude. Le seul avantage ici, c'est de permettre au dollar de survivre le plus longtemps possible. Voilà, chers spectateurs, vous assistez en ce moment à l'illustration de 2 choses. À l'illustration parfaite de mon livre 666, et en plus à l'illustration de notre crise de fou rire, de quelque chose dont on s'est moqué et qui est devenu vraiment réalité. Comme quoi, hein, tout est dans le spirituel. Hein, le spirituel donne le futur. Chers spectateurs, merci à vous. Pierre-Yves Augeron, merci. Et une superbe année 2017. Soyez prudents. Faites tout pour conserver votre travail. Vous avez une autre vidéo avec la liste des licenciements du mois de novembre et avant. C'est quand même triste. On vous embrasse bien fort et toutes nos amitiés à votre ange gardien. À bientôt.